Émission 762. Cette semaine, Clementine Book One. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Merci au micro et cette semaine, chanteur une équipe dont les membres attendent avec impatience la série de Babu Frick sur Disney+. C'est pas Tu le sais, tout le monde... C'est un ami que tu n'as pas encore rencontré. Exactement. Vous me l'avez expliqué la semaine passée. C'est Babu Frick. Je vous les présente à l'instant. Le premier serait chummy avec le gremlin, avec le Mohawk dans la vie. Jake Dion est avec nous. Salut, Jake. Oui, ben moi, je les trouve cute quand ils veulent tout détruire. Ça me rappelle un peu mon adolescence. Oui. Étais-tu aussi destructeur dans la vie, Jake, que les gremlins dans le bar? Mais oui. Tu fumais des cigarettes, puis t'es comme... Exactement. On a essayé de trouver on a déjà... mon Dieu, je vais te raconter ça. Si toi, on a déjà t'hésites. enfermé un ministre dans les toilettes. Quoi? On a fermé les lumières et on a tenu la porte fermée. Puis après ça, on s'est sauvé. Peut-être recherché depuis ce temps-là, Jake. Puis là, c'était le genre d'affaire que les Gremlins auraient fait. Une version soft. OK, tu me parleras de ça, pas en ondes. OK. Le deuxième s'est fait construire une cabine téléphonique dans sa chambre juste pour pouvoir se changer comme Superman, des podcasts 3 bières et des voyeurs de vue. Yannick Belzile est avec nous. Salut, Yannick. Yannick? Bonsoir, les amis, bonsoir. On est revenu aux 3 secondes. Oui, je pense qu'on est revenu aux 3 secondes, mon petit Yannick. On est revenu aux 3 secondes. Oui, il est dans le passé. Crime, je vais revenir, j'en reviens. Parfait. Ça fait ça fait tout le temps ça aux nouvelles, genre. Alors, on a Sébastien de l'Arèche qui nous attend en direct de Washington. Sébastien, comment c'est sur les lieux? Oui, en effet. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Oui, on a des petits problèmes de connexion. Je vais attendre Yannick parce que je voulais qu'il plug le show. Je pense qu'il est le dernier show de 3 bières dans le cadre du Festipod en septembre prochain. Donc, on va attendre son retour. Là. Il va régler ses petits problèmes de connexion. Mais je ne savais même pas que tu allais être là cette semaine, Jake. C'est pour ça que j'ai invité Yannick. Je pensais que ça allait juste être moi puis lui en attendant notre ami Laurent Boutin. Finalement, tu es présent. C'est une belle surprise. Oui, j'étais vraiment pas mal dans les patates. Attends une minute, on va essayer de le reconnecter. Là. Faire ça live. T'es-tu avec nous, là, Yannick? Je suis avec vous, avec Yes, voilà. okay. Ça va Yeah, bien, les amis. J'espère que ça va continuer à bien aller, question connexion. Oui. Sinon, on improvise. On improvisera. C'est ça. Ça ne sera pas la pire affaire qui est arrivée au Mystérieux. On a déjà été à choc. Mais Yannick, d'ailleurs, j'en profite de ton retour dans notre espace-temps pour te demander, le dernier podcast de 3 bières, ça va avoir lieu au Festipod ou est-ce que c'est votre dernier show ou c'est votre dernier enregistrement devant le public? C'est le dernier show et c'est le dernier enregistrement devant le public. On finit ça. Live. On finit live, on finit ça samedi le 17 septembre à 20h durant le Festipod. Venez nous voir, ça va être vraiment le fun. On a vraiment hâte de terminer ça en beauté avec les auditeurs, plein de gens, et de rigoler tous ensemble, de prendre un petit coup tous ensemble et de bien terminer ça une fois pour toutes. Alors, c'est un rendez-vous le 17 septembre, samedi. Il va y avoir des 20h. invités surprises, Yannick? Qu'est-ce que vous allez En fait, on va les annoncer avant, fait qu'ils ne seront pas surprises. Mais on va, une fois que ça va être bien booké en bonne et due forme, nous allons annoncer qui sera des nôtres. Alors non, ils ne seront pas surprises. Ils vont être annoncés et ils seront là. Vous allez les annoncer comme un invité par semaine d'ici l'événement, genre pour créer un buzz? S'il y en a plusieurs, peut-être, mais s'il y en a juste un, on verra bien. OK, excellent. Donc, au Festipod, le 17, t'as dit, hein, c'est ça? C'est exact. Exactement. Malade. Puis, t'es-tu ému? Comment tu te sens? Oui, c'est vrai. Comment tu te sens par rapport à ça? Moi, je me sens tout de même bien correct. On est tous vraiment en paix avec ça parce qu'on a pris cette décision-là. Il y a tout de même un bon bout. Ça fait à peu près un an qu'on s'est dit comment on fait une dernière année puis on termine. Puis on est vraiment en paix avec ça parce que nos carrières vont dans plein de
de directions différentes qui nous étirent plus loin de Trois-Bières. Ça devient comme plus tricky de nous réunir, nous trois, puis de booker des invités, puis de continuer comme à faire le show de cette façon-là. Mais il y a aussi, l'affaire qu'on dit tout le temps, c'est que on a tellement tout raconté nos vies dans l'émission, comme il reste plus rien. Il reste plus rien. Là. On a commencé trop tôt dans le cycle d'existence du podcasting québécois, d'humour, ce qui a fait qu'on a pu être vraiment populaire pendant un bout ou avoir une place importante. Et après, justement, cette place-là s'est diminuée. Mais à cause de ça, qu'on a commencé vraiment tôt, on a raconté toutes nos vies, toutes nos affaires. Fait que on est comme un peu brûlé aussi, je te dirais. Mais là, ça veut pas dire que vous allez abandonner complètement Ça veut pas dire que vous allez abandonner complètement la formule du podcast. Moi, j'ai l'impression que vous allez revenir, pas sous forme de POG, mais sur une autre forme. Pierre-Luc et moi, on a une idée de format. Fait qu'on va voir ce qui va arriver. On va voir s'il y a un nouveau show qui s'en vient, comment on va produire ça, parce que là, justement, c'est devenu un peu le nerf de la guerre, c'est trouver une façon de bien produire ça. S'asseoir devant le micro puis faire l'émission, c'est vraiment le fun, mais l'enregistrer, la techno, le mettre en ligne, en parler sur les médias sociaux, tout ce qui est à côté de faire l'émission, c'est ça qui est épuisant. C'est plus important que jamais. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai toujours trouvé comment faire ça par la suite. J'en parlais avec Jake l'autre fois, mais tu as le projet, tu as le podcast qui est essentiellement ce que tu devrais vendre, ce qui devrait être la pierre angulaire de ce que tu fais. Mais tout autour, juste le fait de mettre en ligne, faire un petit peu d'édition ou d'essayer de le promouvoir, là, autant soit-il, c'est ça, moi, qui me brûle. J'aime pas ça, les médias sociaux. J'haïs ça, les médias sociaux. Je trouve ça impersonnel et corrosif pour la société. Fait qu'il faut que je passe une partie de l'énergie que je veux mettre dans les mystérieux à juste m'occuper des médias sociaux. Puis on s'entend, là, on n'est pas tant présent que ça. Là. C'est une affaire qui m'intéresse pas. Fait que tu as comme deux projets. Tu as ton projet qui est ton podcast, puis ton projet qui est comme toute la mise en place du projet principal à côté. Puis en tout cas, moi, c'est ce qui me gruge mon énergie. J'en tire très peu de plaisir. Là, je parle pas du Discord, par contre. Le Discord, ça, c'est le fun. Mais les médias sociaux, de façon générale. Là. Mais clairement, il va falloir qu'il y ait quelque chose là, qui change parce que je pensais pas en parler à l'émission là, mais vu que c'est sur le sujet, je trouve ça important. Ma blonde et moi, on a déjà fait un projet de BD il y a une couple d'années, puis on s'est dit, ce serait cool de refaire un projet ensemble. Puis là, on revient en projet, mais sous forme de... Le POG? Oui, c'est ça. Sous forme de pièces de théâtre avec visuel que je dessine en même temps. Fait que là, tu sais, pour ça, on a besoin d'un projecteur, on a besoin de louer une salle, on a besoin de payer des comédiens. Fait que là, c'est comme ça prend de l'argent, on fait un sociofinancement. Right? C'est ça qu'on fait. Puis c'est une formule qui marche, qui fonctionne. Le dernier show de ma blonde, c'est ça qu'elle a fait. Moi, je l'ai fait évidemment avec Alice, Jardin mécanique, tout ça. Et à notre grande surprise, depuis 2 ans, les réseaux sociaux sont complètement fucked up. Oh, tu penses? Fait que les annonces qu'on fait, là, il n'y a personne qui les voit. Genre, zéro. J'ai fait un post, je pense, ça m'est jamais arrivé dans ma vie, de faire un post avec zéro like. C'est décrissant parce que clairement, on se rend compte que l'algorithme, il voit que on veut demander de l'argent ou on veut promouvoir une page professionnelle. Fait qu'il fait que, non, il faut que tu payes pour ça. Exactement. Mais avant, c'était comme, on dirait, c'était comme une option. Genre, si tu veux plus de monde paye. Tandis que là, c'est comme, non, si tu veux que tes amis à qui tu parles à tous les jours le voient, faut que tu payes. Du maximum de personnes que tu as sur une page Facebook, tu peux rejoindre quelque chose comme entre 1, puis là, je suis très, très généreux, là, entre 1 et 3%. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens, d'ailleurs, Yannick le fait, là, ils mettent les liens vers le podcast sous la publication initiale qui annonce la sortie d'un nouvel épisode et pas dans la même publication. Comme ça, Facebook, entre guillemets, radiophonique, c'est pas que tu es en train de vouloir partager un lien vers l'extérieur de sa plateforme. Exact. Mais tu sais, on se rend compte comment que ça devient fucked up là, quand c'est ça nos stratégies d'essayer de déjouer Facebook pour avoir de la visibilité sur Facebook. Tu sais, c'est rendu weird. Là. Fait que je vais quand même le plugger parce que qui sait, peut-être que c'est les mystérieux qui vont faire que ce projet-là va voir le jour. On sait jamais. Avoir une autre, ouais. Mais allez sur ma page Facebook ou sur ma page pro de Facebook. Le projet s'appelle Chaos Silence. C'est en sociofinancement sur la ruche.
C'est du théâtre sans nombre. Puis, dernière anecdote, c'est qu'il nous manquait, tu sais, Gab puis moi, on a fait des pratiques projection visuelle avec tes voix de comédien et tout ça. Puis là, on était comme, il nous manque de la musique. Tu sais, qu'est-ce qu'on va faire comme musique? Connais-tu quelqu'un qui fait de la musique, ça, Jay? Gab, serais-tu game que je demande à mon père? Voilà. Là, non, tu sais, il est ben trop big pour ça, puis tu sais, je veux pas le gosser, puis tout. Fait que là, on soupe avec mes parents, puis là, je demande à mon père, ouais, là, il nous manque comme de la musique. Ah oui? Oh? Ben, c'est ça, on se demandait si, ben, écoute, moi, ça me ferait le plus grand plaisir, puis, ben, là, c'est excitant, là. Puis là, fait que là, il est venu répéter avec nous autres, il est venu jammer avec nous autres, puis pour vrai, ça va être malade. Puis je vous le dis, Denis Dion parle comme ça. Jake n'est pas en train d'exagérer. Là. Pensez à une version genre 30 ans plus vieille que Jake. Ben, pas 30 ans, ton père, il a pas 70 ans. Quel âge qu'il a ton père? Il a 25 ans de plus que moi. 25 ans. Il a 25, plus, fait qu'il a 64. Ouais. 65, 66. Une version très sage de Jake Dion, là, qui parle comme ça. Là, puis c'est donc bien beau. Puis la vie, là. Non, c'est extraordinaire. C'est merveilleux. C'est vrai que c'est merveilleux. Yannick, je ne sais pas si c'est encore dans notre temporalité, mais j'ai une question pour toi. Au pire, tu répondras là, après un petit 3 secondes d'attente. Là, mais toi, comment tu vis ça, l'idée de non seulement d'avoir un projet ou d'avoir des projets de podcast, mais de devoir en parallèle aussi les promouvoir? Parce que je trouve que toi, Pierre-Luc, vous le faites très bien. Moi, ça me gruge l'énergie. Mais vous, est-ce que c'est un plaisir d'être sur les médias sociaux ou au contraire, c'est un fardeau? C'est pas un plaisir d'être sur les médias sociaux. Non, hein? Ben, tu sais, moi, je trouve ça un peu le fun. Uh-oh. Ça reste D'être ça, sur les ce médias pénis-là. sociaux en général, mais Ouais, OK. On a compris. ça gruge trop. Ouais, là, Yannick, je sais pas si t'es filaire au Wi-Fi, mais ta connexion est vraiment pas bonne. Fait que ça marche pas du tout. On va avoir de la misère à se parler. Ouais. Parce que là, il a dit c'est tout le temps une corvée. J'aime ça, faire les. Puis là, ça a coupé. Ouais. OK. Bon, ben, il y a du ça ou il n'y a pas ça? Attends, on va essayer de la ramener. Là, il est là. Bon, on va voir. T'es-tu là, Yannick? On va revenir à chaque fois. Asti, il revient À chaque fois, on va revenir. Il est pas tuable. Il est pas tuable. Quand on revient, ça marche, mais on dirait que c'est 5 minutes après que ça. Ouais, que ça chie. Pas tuable. Bon, on te fera. Regarde, on va commencer avec toi, Yannick, comme ça. Je vais peut-être changer d'ordinateur. C'est peut-être une bonne idée, mais vas-y donc, tu veux-tu qu'on te laisse aller ou. Je vais changer d'ordinateur, puis je reviens. Parfait, OK, reviens. Je vais revenir, Okay. je vais changer d'ordinateur. Bon. Excellent. Écoute, on fait comme on peut. Hein. On est en pandémie, là, fait que c'est pas vrai qu'on va se spreader ça d'en face. Malgré que Jake et moi, on va spreader ça d'en face samedi. Je vais l'annoncer. Hein. Je travaille pour Frisson TV, qui est un poste dédié à l'horreur, poste francophone, québécois dédié à l'horreur. Et j'ai fait un pilote d'une émission qui s'appelle En entretien avec. On a fait ça cet été avec un réalisateur qui s'appelle Maurice Devroux, qui a fait entre autres son dernier film, c'est End of the Line. C'était super sympathique. Et là, la production a eu le feu vert pour saison 1. Notre ami Simon Predge est déjà présent sur la chaîne. Il travaille en fait pour la chaîne, puis il fait l'after show de Predge. Predge que vous connaissez d'Ars Moriendi. Ouais. Donc, là, j'ai mes 2 premiers invités. C'est Jarrett Man du Festival Space, qui est une personne que je connais beaucoup, que j'estime énormément. Et le deuxième invité, c'est une personne qui n'est pas full-fledged, qui s'appelle Jake Dion, qui sera mon premier invité. On va parler d'horreur et de BD. Donc, c'est comme une prolongation de l'univers des mystérieux. Et éventuellement, ça va être disponible sur la chaîne de Frisson. Ça ne sera pas disponible en VOD. Je pense pas qu'il est possible de l'acheter comme tel. Mais sur Frisson, pour les gens qui vont être intéressés, je vais l'annoncer quand ça sera en ondes. Donc, ça s'appelle En entretien avec, sur Frisson. Et les 2 premiers invités, c'est Jarrett Man et Jake Dion. Qu'est-ce qu'on va faire, Ben? Qu'est-ce qu'on va faire? Hey, je sais pas. Là, j'ai commencé à essayer de trouver mon angle d'attaque. Puis, c'est drôle parce que je me disais, comme c'est des gens que je connais, Jarrett et toi, que j'estime, ça va être cool, on va avoir du fun, ça va enlever de la pression. Mais je me suis rendu compte que ça m'en rajoute. Parce que vous me connaissez, justement, puis on dirait que des fois, quand tu connais la personne, il faut que tu la surprennes. Il faut que tu surprennes tes invités parce que sinon, ils vont te prendre un peu pour acquis. Puis, la dynamique va peut-être un petit peu weird. Fait que je sais pas comment aborder ça, tu sais. Ouais, ben, je comprends que évidemment, t'as pas besoin d'être stressé avec Jarrett ou moi, mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens que t'es comme, ben là, comment je rends ça
différent de toutes les autres entrevues affaires, que, ouais, tu sais, c'est si tu me demandes, mettons, quand est-ce que tu as commencé à faire de la BD? Il va faire, Ben, come on. Ben, j'ai pas le choix de te le bon. Parce que moi, je le sais, mais il y a bien des gens à la maison qui le sauront pas. Ben oui. Puis, non, mais tu sais, oui, on est dans le même team, là. Fait que, je veux dire, moi, je sais que ça va super bien aller. Puis, ben, je veux prendre le temps pour te remercier, Predge et toi. Pour vous remercier parce que c'est une belle opportunité. Ouais, moi, je trouve ça très flatteur, en tout cas. Ben, Frisson, ben de rien, d'un. C'est très. Ça fait plaisir de te recevoir, mais en même temps, ce que je trouve génial de Frisson, puis je l'ai vu avec les productions qui ont été faites auparavant, c'est qu'il y a un feel très. Puis là, c'est pas du tout péjoratif, là, au contraire. Il y a un feel très télécommunautaire que j'aime bien. Tu sais, c'est des productions faites maison avec des moyens du bord. Tu sais, oui, il y a du budget, puis il y a des gens qui travaillent derrière, qui sont extrêmement compétents, mais il y a un côté très DIY que j'apprécie, puis ça vient non seulement de Predge, ça vient aussi du directeur de la station. Donc, il y a cette volonté derrière de vouloir faire des choses qui sont peut-être moins léchées, entre guillemets, que des émissions à Radio-Canada ou à TVA, par exemple, mais il y a une volonté de vouloir que ça soit le fun pour tout le monde. Et ça a été dit, le Dixit. Donc, plus décomplexé, genre. Décomplexé, voilà. Bon, on va essayer, en parlant de décomplexé, on va essayer de faire venir Yannick. Voilà, Yannick, es-tu là? Oh, wow! Voilà, pardon un petit peu. What's up, messieurs, ça va? Ça va, là, ça fonctionne. Tu sens-tu bien? Oui, je me sens bien. Cependant, c'est pour ça qu'il faut que on termine 3 bières. C'est jamais de la honte au podcasting avec ces mauvaises connexions-là, avec ce mauvais son-là. Je vais me faire micro-kiri après et mettre fin à ma vie de podcasteur. Et comme pour répondre à ce que tu disais maintenant que ça fait des années, faire la promo d'un projet sur les médias sociaux, ça, c'est devenu très énergivore. En tout cas, pour nous autres, je sais aussi que, tu sais, mettons, Pierre-Luc, avec qui je fais 3 bières, puis tu sais, Gab aussi, mais tu sais, Gab, elle a une gérante, tu sais, elle a la relation. Mais Pierre-Luc, lui, il est un one-stop shop, il fait tout lui-même. Fait quand c'est le temps de vendre des billets pour sa tournée, puis des affaires comme ça, d'ailleurs, il va être au terminal ce samedi. Il a fait son show d'1 heure avec 30% de nouveau matériel depuis l'été dernier. Fait que, tu sais, lui, vendre des billets, puis s'assurer qu'il y ait du monde au show, puis qu'il fait une soirée d'humour, tu sais, tout gérer ça lui-même, c'est vraiment beaucoup de travail, puis c'est une grosse partie du stress. Là, tu préférerais créer genre des affaires pour ton Patreon, des affaires le fun, plutôt que d'avoir à crier après les gens pour qu'ils réalisent que ça existe. Fait que, c'est ça, je te dirais que ça va pas vraiment me manquer ces aspects-là un peu de faire le show. Tu sais, moi, j'ai commencé à travailler chez Tribute Games. En plus de la scénarisation, dans le temps, je faisais aussi les médias sociaux, mais c'était à l'époque où faire des médias sociaux, c'était juste savoir que Twitter existait. À cette heure, c'est véritablement un job stratégique. Fait que c'est difficile à gérer, mettons. Ouais, puis comme tu l'as dit, c'est stratégique. Tu peux pas juste aller en ligne puis faire un peu n'importe quoi. Oui, tu peux tester des eaux, mais ce côté-là, moi, je le trouve pas. Puis il y a des gens qui trouvent qui trouvent leur fun là-dedans. Moi, je trouve ça extrêmement fastidieux. Puis je comprends qu'il y a une idée là, de comment formuler des titres puis des images pour que les gens cliquent. Puis ça fait partie de la game. Moi, ça me fait suer. J'haïs ça. Je veux plus. Pour vrai, là, si ce n'était pas des mystérieux, je pense que je me déconnecterais de toutes les plateformes de médias sociaux. Sauf que j'ai pas le choix. On dirait qu'on est tous un peu dans le même bateau où nos chums sont là, notre famille est là, une partie de notre vie sociale est là maintenant à cause de la pandémie. Fait qu'on est comme pogné avec une affaire que personne n'apprécie. Là. C'est comme le mononcle fatigué à Noël que le monde endure, tu sais, mais c'est à longueur d'année. Puis ce monde-là, il s'appelle Facebook. Fait que si tu veux juste assis dans une trip, te laisser porter par le courant, puis ce qui arrive. Exact, c'est ça que j'aimerais. Mais il y a de plus en plus de monde qui décroche, puis je pense que c'est une bonne chose, une chose positive. Juste en fin de semaine, j'ai rencontré 2 personnes qui n'étaient pas sur Facebook, puis j'étais comme « wow ». Pour vrai? Comme volontaire? C'était du monde plus vieux ou c'est du monde de notre âge qui... Du monde même plus jeune. Une personne qui avait mon âge, un autre qui était un petit peu plus jeune. Il était comme « non, moi Facebook, je trouve ça de la merde ». Sérieux? Good for you. Mon utilisation de Facebook maintenant, c'est vraiment les différents groupes de chat avec mes amis
Ouais. pour certaines affaires, c'est pas aller sur Facebook. C'est pas ça, là. C'est vraiment utilisé comme genre de MSN de jadis. Là. Oui, c'est vraiment ça. Ça a pris la place de MSN. Ouais. Hey, on va commencer les nouvelles, messieurs. Qui voudrait commencer? Jake, ça fait un petit bout que tu as été à l'émission. Ça te tente-tu de débuter ça? Yes. Ben, je vais commencer par encore une petite dernière plug. Je sais pas si Julien Burn, il est encore là. Ouais, mais, il était là il y a 2 secondes. Je sais pas s'il est encore là. Burn, motherfucker, burn. C'est que, en fait, c'est Julien qui m'a offert, parce que j'ai dit qu'on a fait un épisode spécial de Nous sommes des MP3 qui est exclusif sur le Patreon des Picbois. Yes. Puis on avait fait ça sur Batman Animated Series, puis on a bien du fun. Puis là, on s'était dit, on le fait-tu sur Batman Forever et sur Batman and Robin? Et moi, j'ai décidé d'inviter Guilla Saint-Cyr parce que je l'aime full Guilla, puis on chill ensemble sur la site, puis on a bien du fun. Et je t'ai demandé, Ben, si c'était possible que tu me prêtes ton enregistreur à plusieurs entrées. Yep. Fait que, bref, j'ai invité les gars chez nous, on s'est calé de la PIDS, on s'est tapé Batman Forever et Batman and Robin. Et on en parle pendant 1h30 plus sur le Patreon des Picbois. Fait que ça, c'est la petite plug. C'est sorti ou ça va sortir? C'est sorti, puis ça s'écoute présentement. Là. Okay. Puis on a eu bien du fun. Puis je sais pas c'est quoi le prochain qu'on va faire, mais peut-être celui des années 60, on verra. Ah, ben oui, ça pourrait être trop pire, ça. Vous devriez faire The Shadow. Oui. The Phantom. Tu sais, c'est comme... Ouais. Des années 80, fait que, Batman Punk, qu'est-ce que les enfants aiment? Les autres héros des années 30. C'est pas des personnages de DC Comics. Les autres héros des années 30. Quand tu écoutes de Shadow, parce que je l'ai revu il y a une couple de mois, il y a environ 2 mois de ça, quand tu réécoutes de Shadow, tu sens tellement la patte de Batman de Tim Burton partout. Et bien franchement, c'est pas désagréable. C'est un ton qui se prête bien au personnage pulp de Shadow. Et le film, somme toute, tient quand même bien la route. J'étais surpris à quel point j'ai apprécié mon écoute. Ça faisait facilement, 20 ans, je l'avais pas vu. Mais de Shadow, pas si super. De Phantom, j'en retiens un souvenir extrêmement amer. J'ai jamais compris le trip de ce personnage-là. D'un, il doit avoir full show dans son petit tout en spandex mauve en pleine jungle. Mais je comprends pas. Ben ouais. Puis, mais bref, on est loin de Batman and Robin et de Tim Burton. C'est 2 mondes complètement différents. Puis, on n'en revenait pas. Okay. Il y a plusieurs moments qu'on s'est... exclamé à haute voix en disant ben voyons donc tabarnak, ça se peut pas, c'ti. Puis il y a même, tu sais, on se rappelle de la fameuse Bat Credit Card. Oui. Et je nommerai pas c'est quoi parce que je veux que les gens aillent vers le Patreon, mais un moment donné, Julien m'a demandé est-ce que ça, c'est pire que le Bat Credit Card? Et les deux, on savait pas. Fait que juste pour créer du build-up. Sinon, attends, là, j'ai beaucoup de nouvelles. Là. Belles affaires, ouais. Oh, j'ai tellement de choses à vous dire. J'arrive pas à savoir si c'est ironique ou Non. Pour vrai, faut que je fasse du ménage. Mais je peux commencer par The Boys. Est-ce que quelqu'un... Yannick, est-ce que tu as écouté The Boys? J'ai pas encore écouté The Boys. Je vais m'y mettre un moment donné, mais je te dirais que j'ai lu comme une... Si c'est pas toute la run, une bonne partie de la run... il y a une 15aine d'années. Je te dis que j'avais une époque suintante, célibataire, où je torrentais des runs au complet de des comics, puis je les lisais comme en un week-end ou en une semaine. Tu sais, comme tu vois pas la lumière du jour pendant un week-end, tu manges des blocs de nouilles ramen, puis là, tu lis Preacher au complet. Je pense qu'après avoir lu Preacher, je me suis dit, bon, ça va être The Boys maintenant. Je suis sur un kick de Garthiness. Wow. Puis, j'avais pas particulièrement aimé ça, mais je m'en rappelle pas vraiment non plus. Cependant, tout le monde dit vraiment du bien du show. Fait que je pense que je vais l'essayer un moment donné, mais je suis comme un peu... on dirait que je veux voir des super-héros méchants. Moi, ça me titille pas tant que ça. Puis je suis sûr que le show est plus que ça. Mais c'est comme l'affaire que le monde capote au sujet du show. Puis là, je suis comme, regarde. Mais il paraît que le show est supérieur au comic. Moi, j'ai lu les premiers trades jadis, puis tu sais, le ton est très...
y avait de quoi que Garth Ennis faisait dans ces années-là. Là, on dirait choqué pour choquer. Là. C'est hey, regarde, je suis en train de détruire les canons du super-héros. Regarde comment c'est hot, puis c'est violent. Ouais, mais il paraît que le show va pas nécessairement juste dans cette direction-là. Non, ben ce qui est particulièrement brillant du show, c'est ben, évidemment, c'est super bien écrit, mais c'est qu'il n'aurait pas pu avoir une meilleure époque que présentement pour le sortir. Parce que, en fait, ce que c'est, là, c'est une satire sur la société. Et normalement, ça aurait été vraiment plus une satire sur les super-héros, mais maintenant que les super-héros sont omniprésents dans notre culture populaire, ben, ça se reflète à travers ça. Donc, tu peux te servir d'un super-héros noir pour faire un commentaire sur Black Lives Matter. Ça fit, parce que c'est ça qu'ils font, tu sais, vous comprenez? Donc, c'est absolument extraordinaire. Moi, j'avais écouté la première saison à l'époque, puis j'avais full aimé ça. Mais tu sais, ils sortent ça à chaque semaine. Hein? Fait que là, j'étais comme, ben, je vais attendre un peu. Finalement, j'ai oublié. Puis là, c'est à cause de Simon, là, une couple de semaines, qui me dit, je me suis tapé les 3 saisons, j'ai capoté. Et je vous dirais que la deuxième saison, là, c'est pour tous les gens qui ont trippé sur Paul Verhoeven et qu'après Showgirls, il aurait aimé ça, qui continue à faire des Robocop et des Starship Troopers. The Boys, c'est la réponse à ça. C'est vraiment la satire. Ça, c'est très intéressant de la façon que tu me le ça me craint de l'écouter, de le vendre de même. Et c'est craquant parce que, évidemment, tu sais, de face value, ça a l'air d'une parodie qui rit de Justice League ou qui rit du MCU. Mais on va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. C'est une critique de l'Amérique. Et Homelander, qui est le méchant principal, mais que tant que moi, il vole le show, puis c'est son histoire qui est la plus intéressante, ce n'est rien de moins que si Donald Trump était Superman, tu sais. Mais dans tout ce que ça l'implique. Fait que tu sais, t'as le premier niveau que tu fais que ça serait un petit trou de cul. Ouais, mais va plus loin, là. C'est quoi que ça veut dire être Donald Trump? Qu'est-ce qui se passe dans son psyché? Comment l'homme le plus puissant du monde peut constamment se plaindre et se mettre au centre de l'attention comme s'il était une victime. Tu sais, c'est fascinant, c'est brillant. Puis le reste, la suite vous surprendra. Fait que la 3e saison, malheureusement, c'est pas la meilleure. Nous autres, évidemment, on s'est tous binge-watché ça là, très rapidement. Fait que peut-être que si quelqu'un l'a écouté semaine après semaine, il y a pas le même feel. Mais c'est pas la dernière. Donc, il va en avoir une 4. Moi, honnêtement, j'espère un peu qu'ils vont se revirer un peu comme Stranger Things puis qu'ils vont apprendre la 3. De la 3, parce que la 3, malheureusement, c'est qu'on dirait qu'ils oublient le focus puis ça devient un show de super-héros. Puis là, t'es comme, non, le but, c'est de critiquer ça. C'est de critiquer les codes de ça. Puis fait que ça marche pas si à la fin, le 3e acte, il y a un compte à rebours, puis il y a une explosion, puis il y a un personnage qui se sacrifie, puis qui a la main qui tient sur le bord de la falaise, puis qui dit lâche pas, je vais t'avoir, puis moi aussi, je vais toujours t'avoir. Tu sais, genre, ça marche pas, là. C'est pas ça qu'on. Mais la 2 est absolument extraordinaire. Tu sais, genre, c'est ça. Je riais à voix haute à chaque épisode. Fait que non seulement je vous le conseille, mais j'aimerais ça que tu l'écoutes, Ben, ou genre. Ouais. J'aimerais ça d'en jaser avec quelqu'un qui l'a vu. Et éventuellement, je voulais. Écoute, il y a tellement d'affaires à écouter. Là, à un moment donné, je me disais, je vais relire les comics là, pour y donner une deuxième chance, puis voir si je peux faire une comparaison. Mais tout le monde me dit que ça vaut pas la peine. Là, non, c'est ça, je pense pas. Moi qui est un énorme fan de Garth Ennis, j'ai jamais lu The Boys. Puis en tripant sur le show, j'ai juste comme commencé à feuilleter un peu pour voir les liens. Puis je voyais toutes les différences. J'étais comme, ah non, c'est mieux. Ah non, c'est mieux ce qu'on fait dans le show. Ah, ok, ouais. J'ai ma bibliothèque, j'ai ma pile de trucs que j'ai à lire. Puis là, je suis abonné à DC Infinite puis Marvel Unlimited, donc en application. Puis pour vrai, là, j'ai passé à mon iPad. Je me suis finalement décidé d'acheter un iPad qui est probablement le meilleur achat que j'ai fait dans les 5 dernières années. Là. Je lis ça sur ma tablette, je prends mon temps, puis on dirait que ça me force aussi à lire, parce qu'avant, il fallait que je m'installe devant mon ordi quand je voulais lire numérique, puis c'est pas une expérience de lecture qui est agréable. C'est pas la même chose qu'une BD. Là. On s'entend que la relation avec l'objet est pas pareille. Mais au moins, c'est confortable. Oui, exactement. Il y a plus de confort. C'est pas super confortable, mais il y a plus de confort. Puis donc, écoute, à un moment donné, on se peint la bouche pleine, mais j'ai tellement de choses à lire. Puis d'ailleurs, je vais en parler, c'est que on a reçu Denis, on en a beaucoup parlé, on a parlé de sa run sur Superman, mais moi, j'ai continué à lire Superman
après qu'on ait reçu Denis, puis c'est là que j'ai du fun à lire. T'sais. La mort de Superman, c'est bien, mais les répercussions, c'est encore meilleur. Alors, ça, là, le Funeral for a Friend, là, Yes. sous-estimé. très sous-estimé. Il y a des bouts qui me font pleurer là-dedans quand Il y je a des- lis, quand je le relis. Il y a des bouts qui sont poignants, pour vrai. Là. Puis, m'a dire, là, si tu peux rester de marbre devant les Kent, Oui! qui ne peuvent pas être présents aux funérailles de leur propre fils, puis qui enterrent ses effets personnels qui sont restés à la ferme dans leur propre champ. Ouais. Dans Je le cratère, man, Bon, de les la cratères, fusée. je sais pas qu'est-ce que ça te prend pour brailler dans la vie. T'es un sociopathe d'abord. Ça, puis Mais aussi, pourquoi ils peuvent pas être présents? Parce que Clark. Ben, regarde, j'en parlais là, mais Yannick a mis les bonnes bases. C'est qu'après la mort de Superman, les titres de Superman n'avaient pas le personnage. Parce que le personnage n'était pas dans un coma. Il est vraiment décédé dans les comics. Mais on s'entend, tu peux pas juste faire la mort de Superman. Il faut que tu montres les répercussions de la mort de Superman. Donc, dans les titres, des 4 titres de Superman qui étaient publiés à l'époque et le titre de Justice League juste avant, il y avait une série qui s'appelait Funeral for a Friend, qui était dans chacun des titres, on voyait les répercussions sur Metropolis, sur Lois, sur les Kent, sur l'entourage de Superman, sur les gens qui connaissaient son identité secrète, mais aussi les gens de Metropolis qui l'ont apprécié puis qui l'ont vu dans certains moments comme un ami. Donc, après l'attaque de Doomsday, où Superman meurt et Doomsday aussi meurt, il y a plusieurs centaines de milliers d'habitants de Metropolis qui sont sous le décombre et on pense que Clark Kent fait partie des disparus. Donc, de temps en temps, quand tu lis Funeral for a Friend, tu vas tomber sur un numéro, quelqu'un dit « Hey, on a retrouvé tel joueur de baseball connu de l'équipe de Metropolis des années 60. Il était vivant, faisait une semaine qu'il était sous un building quelque part. On a reconnu... Ah. » Fait que là, il laisse la porte éventuellement à ramener Clark Kent parce que les gens ne savent pas que Superman, dans l'histoire, est Clark Kent. Donc, de Lois Lane doit faire semblant comme ah ouais, ils vont peut-être trouver Clark. ouais, tout le long. Faut garder espoir. C'est ça, faut regarder espoir. Ben oui. Puis donc, les Kent, donc, oui, Superman est mort. Il y a un enterrement public. Donc, le Lex Luthor Jr., qui est en fait un nouveau corps cloné de Lex Luthor dans lequel Lex Luthor a transféré son esprit, mais c'est inconnu du public, veut tout contrôler. Donc, il crée un genre de funérailles, il crée un genre de mausolée en plein milieu du parc de Metropolis. Et là, on enferme le corps de Superman dans le tombeau. Mais là, les Kent, eux, ils peuvent pas se déplacer. Ils peuvent pas risquer de montrer au public qu'ils sont attachés pour vrai au-delà de Superman, au personnage, à la personne. Donc, eux autres, ils vivent leur deuil tout seuls, isolés sur leur ferme. Et t'as Lois, dans les premiers numéros de Funeral for a Friend, elle est même pas capable d'appeler les Kent pour avoir une conversation téléphonique avec eux. Ils ont une relation, là. C'était leur bru, c'était leur futur... oui, il était fiancé à cette époque-là. Exactement. Donc, c'est toute l'idée de « Hey, elle se sent coupable, elle a survécu, elle était présente quand Superman était là. » Elle ne sait pas comment avoir une conversation. Et là, tu as tout aussi l'aspect des problèmes de santé de John Kent, c'est ça, John, right? Ouais, Jonathan Kent, qui finit par avoir une crise de cœur et qui va dans l'au-delà. Il finit par un excellent numéro, d'ailleurs, où il va rencontrer l'esprit de Superman. Et pour vrai, il y a des moments, comme Yannick le dit, c'est surprenamment poignant. C'est très glauque, Funeral for a Friend. C'est au total, je pense, c'est 8 numéros, 9 si on comprend celui qui est dans Justice League qui n'est pas compté. Mais ça vaut la peine. T'sais, autant que je lisais La mort de Superman ou ce qui amène à la mort de Superman, je trouvais ça cliché, puis très 80s, 90s, très verbeux, puis pas très intéressant. L'histoire prend une toute autre tournure quand tu es dans les funérailles. C'est franchement super bon. Tu sais, c'est des affaires sur justement quand le père de Superman est entre la vie et la mort. Là, il est comme dans un genre de... Il se rappelle de son frère qui est mort comme en dessous d'un tracteur sur la ferme, puis de son body qui est mort durant la guerre de Corée. Puis là, il voit l'âme de son fils qui voyage, mais qui est entouré par des genres de cultistes étranges parce que c'est le dernier kryptonien qui meurt, puis le dernier kryptonien, il se fait amener à l'au-delà d'une façon différente, vu qu'il est la fin d'un genre ou d'une race. Mm-hmm. C'est super comme creepy, science-fiction, mais aussi spirituel en même temps. Exact. Il y a vraiment plein d'affaires vraiment cool. Il y a beaucoup des shenanigans on peut pas laisser le gouvernement mettre la main sur le corps de Superman, qu'est-ce qui va arriver avec ça? T'as des affaires de Lex Luthor et Chris, c'est moi qui aurais dû le tuer, puis ça me fait capoter que c'est moi qui l'ai pas tué. Ouais.
C'est vraiment, vraiment très, très bon. Puis les, j'ai l'impression que jadis, ces histoires-là étaient juste vues comme des stunts commerciaux, mais que là, à cette heure, surtout de la façon que les comic books principaux généralistes de super-héros ont changé, le monde sont plus prêts à voir l'artisanat derrière ces ils savent. C'est la plus grosse critique que les gens font, puis je trouve que c'est pas une très bonne critique, mais c'est de dire on sait qu'il va revenir. Oui, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est de voir comment sa mort dans cette période-là va affecter les personnages qu'on connaît puis l'univers. C'est plus ça l'histoire à raconter. C'est pas la mort comme telle du personnage, malgré qu'il y a une curiosité à avoir envers cet aspect-là. Ouais, spoiler pour tous les comics, là, quand c'est le nom du personnage sur le cover, très souvent il survit. Surtout dans ce personnage qui ramène beaucoup d'argent. C'est comment que ça arrive qui est le fun. Salut Laurent Boutin, justement, lui, il est revenu. Oui, c'était pas mort. En forme de kryptonien mort. Yay! Beau coron. Comment il est beau. Check ça. Et moi l'amour. Oh oui, oh oui, oh oui. On se donne rendez-vous là. Mais salut, sinon, continuez ce que vous faisiez. Parfait. Au-delà de la mort de Superman, je voulais parler un petit peu brièvement de Reign of Superman, MEN. Oui, aussi super bon. Ce qui est super bon, qui suit en fait les événements des funérailles. Puis c'est l'apparition de 4 personnages différents qui se prétendent être, pas l'héritier, mais la réincarnation de Superman. T'as Superboy, qui dit ouvertement qu'il est le clone de Superman. T'as Eradicator, qui est un genre de fasciste Superman avec des lunettes. Il y a un genre de Punisher Superman. Ouais. Parce que les 4 Superman qui reviennent sont toutes des facettes de super-héros des années 90. Superboy, il est essentiellement un Gen 13. Ouais. L'éradicateur, il est un genre de Punisher. Le Cyborg Superman, qui est comme le design le plus cool puis le plus 90s. Il a comme genre l'air de Cable puis du Terminator puis du Superman en même temps. Puis t'as Steel, qui est vraiment plus comme un personnage moderne en armure, qui avait beaucoup dans les comics de Image, mais qui est tout de même aussi assez Marvel-esque. Il est très take sur Iron Man. C'est Iron Man, en fait. C'est un personnage qui crée une armure, puis il dit bon, il n'y a pas de Superman sur Metropolis, donc on va créer une armure pour essayer d'avenir en aide, parce que là, le crime augmente à Metropolis, puis ça, c'est ce qui est intéressant de voir après la mort de Superman, c'est tout l'aspect politique et même la police a de la misère à contrôler la flambée des gens qui. Des vols, des attaques et tout ça. Puis donc, Steel, lui, ne prétend pas être Superman, de toute évidence, mais il y a des gens qui pensent qu'il est la réincarnation tout de même. Et les 3 des 4, ou plutôt 2 des 4, disent ouvertement « Je suis Superman ramené à la vie ». Et donc, le public doit choisir est-ce que c'est vrai? Pourtant, ils sont changés. Ils sont pas pareils, ils n'ont pas les mêmes codes moraux. Donc, c'est plusieurs numéros à travers les titres de Superman, les 4, où tu essaies de découvrir, toi, en tant que lecteur, quel est le vrai Superman. Puis Denis le dit dans son épisode, le 760, il n'y en a aucun qui est le vrai. C'est pas ça, l'histoire. Puis c'est vraiment cool. Je suis rendu, par contre, à une place où est-ce que l'histoire prend une petite débarque. C'est un mini-event qui s'appelle Bloodlines, où est-ce qu'il y a une invasion extraterrestre, puis chacun de ces Superman-là doit combattre l'invasion dans son numéro. Ouais, ça, c'était les annuals de DC cette année-là. C'était plate. Là. C'est là que Hitman de Garth Ennis est né, dans le Bloodlines de Demon. Je suis en train de relire de Hitman de Garth Ennis. Ouais, c'est-tu bon? Ouais, c'est bon, parce que tu vois que c'est... Au début, c'est comme, hey, je suis un tueur à gages, mais qui tue juste les méchants, puis qui tue juste les super méchants. Mais éventuellement, ça parle de amitié masculine, de capotage de masculinité toxique, l'armée, toutes les affaires que Garth Ennis aime. Il y a un petit peu il y a beaucoup d'humour choquant de l'époque qu'à cette heure, c'est plus comme... C'est quasiment quétaine. T'es comme, ah ouais, c'était de même dans ce temps-là, là, fallait être choquant comme ça. Mais ça lit tout de même très bien. Là, je le lis comme une couple par semaine. Je fais pas comme je faisais justement il y a 15-20 ans, puis que je me clenchais Hitman en entier en un week-end. Laisse-moi te poser une question, Yannick, parce que dans la run de Superman, je suis en train de lire, il y a Supergirl, mais qui est pas vraiment Supergirl. Puis ça, j'ai toujours eu de la misère à comprendre. Cette Supergirl de cette période dans l'univers de DC, c'est un genre d'identité qui a pris la forme de Supergirl, c'est pas clair. Oui, elle vient d'un autre univers. C'est John Byrne qui l'a présenté dans le temps de Man of Steel. Ben, essentiellement,
la grosse affaire, c'était que on veut que Superman demeure le seul kryptonien, mais que visuellement et économiquement, Supergirl est encore vraiment populaire et importante. Fait qu'on va la garder. Fait qu'elle était une extraterrestre qui s'appelait Matrix, qui pouvait comme changer de forme puis qu'elle avait des pouvoirs différents. Fait que elle avait des pouvoirs puis elle était tout de même tough, mais elle pouvait se faire puncher puis juste devenir du genre de glu qui s'appelle du protoplasme dans ces comics-là. Puis c'est ça qui comme elle pouvait aider, mais elle pouvait être aussi sortie si un méchant était trop fort. Puis comme personnage, je trouve que c'est un personnage intéressant, mais éventuellement, ils l'ont amené dans sa propre série qui s'appelait Supergirl. Ouais, je l'ai acheté. Absorbé par un ange ou quelque chose comme ça que Peter David a fait, qui était assez coco-banane pour l'époque, mais c'est même dans ce temps-là. Ça vient c'est comme un récit d'occultisme, oui, puis c'est fucked up. Des anges, des démons, puis tout ça, c'est pas si... Tu sais, c'est... À cette heure, les comic books de super-héros, les personnages, faut qu'ils soient genre iconiques d'une certaine façon pour respecter la chronologie puis l'héritage puis qu'ils soient comme bien adaptables pour les autres médias. Tandis que jadis, c'était comme hey, peut-être que Supergirl est un ange maintenant. Puis ça, ça n'a pas nécessairement tant de succès, mais c'était aussi charmant, pareil, de pouvoir lire ça. Mais ils l'ont phasé out, ce personnage-là. Ils l'ont enlevé. Oui. Mais elle est morte ou ils l'ont juste retiré dans un des nombreux reboots qu'ils ont fait de l'univers? Il y a eu comme ça Supergirl à un moment donné. Je sais pas c'est quoi le destin particulier de elle, mais ils l'ont retiré. Mais pour l'anecdote, je lis tout ça, la run de Superman, sous l'application DC Infinite sur ma tablette. Puis c'est franchement très cool. Tu sais, c'est pas parfait, on en parlait avant l'émission. Il y a des fonctionnalités qui seraient intéressantes qui existent dans celle de Marvel et vice-versa. Mais ce qui est cool, je trouve, c'est qu'ils ont été en mesure de curater des événements, comme la mort de Superman. Quand vous cherchez mort de Superman sur l'application, c'est un event, puis dedans, vous avez tous les numéros que vous avez besoin de lire pour suivre l'histoire. Donc, Marvel le fait, mais je trouve que la disposition est différente. Fait que j'ai vraiment trouvé mon trip à lire ça. Fait que si vous voulez, je vous en reparlerai la prochaine fois là, où je suis rendu dans mes lectures, mais du gros fun, Funeral for a Friend, Reign of the Superman, c'est du gros bonbon. Plus intéressant que la mort de Superman. Je suis en train de lire toute cette continuité-là de Superman en ordre chronologique. Je ne suis pas encore rendu là, mais là, moi, je suis vraiment intéressé de voir comment il avait développé la romance de Lois et Clark dans le temps, parce qu'il l'avait pas je l'avais pas toute lu jadis. Puis, bon stock là-dedans. Il est triste. Ça, je peux te le dire, par contre. Je te l'ai déjà demandé, Ben, mais sur l'application de DC, est-ce que tu as accès à tout le Vertigo? Je sais que tu me l'as dit, mais je ne me rappelle plus. Il y a des parties du Vertigo qui sont disponibles, il y a des séries qui ne le sont pas, puis je pourrais pas dire pourquoi. D'ailleurs, s'il y a des gens à la maison qui le savent en ce moment, qui écoutent le show live, là, je sais que Marvel va donner, va mettre des nouveaux titres publiés, je pense après 3 ou 6 mois, je me souviens plus, sur l'application. Pour DC, je sais pas c'est quoi. Preacher et Sandman sont là. Mais ce week-end, je checkais pour 100 Bullets pour voir, parce que je me disais que je voulais tout leur lire à un moment donné. Puis 100 Bullets n'est pas là encore, mais je pense que, mettons qu'ils veulent sortir 100 Bullets, ils veulent peut-être en faire un peu plus comme un événement, ou je sais pas quoi exactement, mais il y a des trucs de Vertigo qui sont là. Ouais, il y a DMZ est là, parce qu'ils l'ont sorti quand la série est partie sur HBO Max. Il y a des trucs qui sont là, mais l'intégralité n'est pas présente. Puis ça, je pourrais pas dire pourquoi. Puis je sais pas à quelle fréquence il y a des nouveaux titres qui sont rajoutés dans l'application, mais en même temps, il y a comme 80 ans d'histoire. Là, fait que si vous voulez lire du comic, vous en avez en masse là, pour vous divertir. Fait que c'est ça. Fait que vas-y donc, toi, mon Yannick, t'as-tu quelque chose? Oui, encore parler de super-héros et de TV de super-héros. Disney, en fait, m'a envoyé les 4 premiers épisodes de She-Hulk que j'ai pu visionner la semaine passée. Et j'aimerais ça en parler ici parce que les circonstances n'ont pas fait que j'aie vraiment eu le temps d'en parler, de faire un voyeur de vue là-dessus. Puis je ne vais pas rien spoiler à personne, mais c'est ça, j'ai vu les 4 premiers épisodes de She-Hulk, qui est comme ça, le nouveau show de Marvel Studios, du MCU, qui met en vedette, bien sûr, Tatiana Maslany dans le rôle de Jennifer Walter, a.k.a. She-Hulk. Et c'est écrit et créé pour la télévision par Jessica Gao, qui est une writer qui a travaillé beaucoup sur Rick et Morty dans le temps. Elle est fameusement l'autrice de l'épisode de Pickle Rick. Oh! Pickle Rick!
Puis, d'ailleurs, elle est une des nombreuses writers qui a soit travaillé avec Dan Harmon, soit à Rick et Morty ou à Community, qui se retrouvent dans l'écurie de Marvel. Ça n'arrête plus. Puis, c'est réalisé. Les premiers épisodes sont réalisés par Kat Coiro, qui a réalisé la comédie romantique très charmante Marry Me, qui est sortie cet hiver avec Owen Wilson et Jennifer Lopez. Puis c'est ça, c'est une adaptation des aventures de She-Hulk, mais plus particulièrement la version de Dan Slott, de la run de Dan Slott, et un peu de John Byrne aussi des années 80 de She-Hulk. On suit Jennifer Walters dans le premier épisode qui est déjà sorti, où on voit un peu son origine, qu'elle est dans un accident de char avec son fameux cousin Bruce Banner. Il y a du sang revole sur elle et c'est fait avec aussi bien qu'ils ont pu le faire, et elle devient She-Hulk, et maintenant malgré qu'elle est affublée du surnom She-Hulk et des pouvoirs de transformation en rayon gamma, elle décide d'essayer de mettre ça de côté pour concentrer sur ce qui lui importe de plus. C'est bien sûr sa carrière d'avocate. Et dans l'épisode qui va sortir cette semaine, c'est là qu'on rentre plus dans ce qui est le statu quo du reste du show. Jennifer se fait engager par une firme d'avocats qui ont une division de loi surhumaine, de loi superhumaine, et elle se fait engager sur la condition, ça c'est le contraire justement de la run de Danza, c'est qu'elle soit She-Hulk au bureau, qu'il faut qu'elle soit verte sur les heures d'ouverture. Puis elle aime pas vraiment ça, mais elle a comme pas le choix, c'est comme la seule place qui l'engage depuis la fin du premier épisode, où elle s'est battue contre Titania, jouée par Jamila Jamil, en cours. Fait que ce qui suit dans les autres épisodes, c'est essentiellement, c'est une comédie à la David E. Kelly de Ali McBeal. d'Ally McBeal, ou tu sais, Boston Public, puis toutes ces affaires-là qu'il faisait dans le temps, où elle deal avec des enquêtes, avec des cas par rapport à l'univers de Marvel. On a dans les 4 premiers épisodes des caméos de d'autres personnages de l'univers de Marvel, comme on a bien sûr l'Abomination, qui est un ennemi du premier film de Hulk du MCU, joué par Tim Roth. On a quelques caméos aussi de Wong, qui est présent pour différentes poursuites. Et c'est vraiment charmant. Moi, j'ai bien aimé ça. T'sais, si tu me dis, mettons, basé sur les comics que j'ai mentionnés, de quoi ça a l'air un show basé là-dessus, ben pour moi, ça ressemblerait à ça. Puis c'est vraiment efficace. L'affaire qui est vraiment bon, c'est que c'est comme avec Miss Marvel, c'est que le casting du personnage principal est vraiment, vraiment fort. Ouais, charmant. Vraiment charmant, que c'est comme ça tu sais, il y a plein de monde, ça fait des années qui ont essayé de faire d'autres univers de super-héros puis des shit comme ça. Mais la véritable sauce secrète des affaires de Marvel, c'est j'aime ce personnage et j'aimerais le voir davantage dans d'autres affaires. Puis ça, Miss Marvel et She-Hulk sont vraiment forts là-dedans. Fait que Tatiana Maslany est vraiment écœurante, est super charmante, drôle. Tu veux la voir réussir, t'es derrière elle immédiatement. Puis, quand elle sort vers la caméra, puis elle me parle, tu sais, ça rappelle Fleabag, mais pour moi, c'est comme des affaires de John Byrne. Puis là, je suis comme, hey, She-Hulk, elle me parle, je suis content. Puis, Fleabag, vraiment... ça rappelle Ramdam, tu veux dire? Oh! Ben, tu sais, regarde, ça rappelle Ramdam si plusieurs personnages peuvent le faire. Dans Fleabag, il y a juste une personne. Ah, c'est vrai, ok. Si c'était comme brisage de 4e mur choral, bien sûr, là, ça deviendrait Ramdam. Frisage de 4e mur choral. Ok, c'est un bon argument, je le tiens. Je veux certainement rien enlever à Ramdam. D'ailleurs, petite anecdote, à un moment donné, ça fait comme bien de ça des années, alors que je me tenais sur un bar sur la rue Saint-Denis. J'étais avec des amis, nous buvions copieusement, mais jadis au cégep, moi, j'étais un gros fan de Ramdam. Je l'écoutais à chaque soir. Moi puis mes colocs, ouais. on écoutait Virginie Ramdam back-to-back, 8h30, 7h, Power Hour. On écoutait ça. Et là, soudainement, une bonne flopée des comédiens de Ramdam arrive dans le bar. Non. Puis ils s'assisent pas loin de nous autres. Puis vraiment, le line-up est là. Le line-up est là. Wow. C'était merveilleux. Puis j'aimerais ça leur dire que j'aime l'émission, mais disons à cette époque, maintenant j'avais 26, 27.
un petit peu chaud d'ail, Ouais. aller leur dire que j'aime leur émission, ils vont penser que j'ai une niaise. Ouais. Puis eux autres sont juste là pour chiller, fait que je vais pas mettre ça sur eux autres. Je vais leur laisser leur paix intérieure puis leur vibing, mais moi, j'étais comme, j'aimerais ça aller leur dire, mais ils vont penser que j'ai une niaise. Alors, j'ai refusé. Ouais. Mais non, il aurait fallu que tu leur parles d'affaires précises. Là. Ah, tu sais, quand vous avez fait ça dans tel épisode, là, saison 4, épisode 18. Monsieur Mongeau, Chris qui est drôle, pareil. Puis, c'est le coach à l'école. Il apparaît en blackface un moment donné dans un épisode avec des bonnes intentions, mais il se fait rapidement dire que c'était pas une bonne idée. C'est une autre époque. Hey, laisse-moi te poser une question, Yannick. Le premier épisode, je l'ai adoré, j'ai eu du fun. J'ai bien aimé aussi la présence de Bruce Banner. Je veux savoir, par contre, est-ce qu'ils sont aussi courts que le premier? Parce que le premier est genre 30 minutes, mais Oui, vraiment oui, 30 minutes courts. Là. Sont toutes à peu près de cette durée-là. C'est des demi-heures un peu plus longues d'une façon ou de l'autre, là, mais c'est ça. C'est du sitcom vraiment bien charmant. Tu sais, c'est pas comme le meilleur sitcom en existence, mais c'est vraiment bien solide, c'est bien fait. Puis comme moi aussi, mon explication, ma comparaison avec She-Hulk, c'est que ça, je trouve, c'est toutes les deux émissions de télé. C'est pas des films choppés en morceaux. C'est pas des films choppés en morceaux, c'est vraiment des épisodes. Puis ça, je trouve ça vraiment plus satisfaisant. Puis je te dirais que dans toute l'offre du buffet Marvel, c'est dans mes affaires préférées des dernières années. Parce que ça saisit vraiment bien ces personnages-là. Puis ça les offre dans une façon vraiment, vraiment optimale. Là. Fait que j'ai bien aimé ça. Alors je recommande, tu sais, peut-être que tout ça s'effondre dans les 4 épisodes suivants. Eux autres, je les ai pas vus, mais les 4 premiers que j'ai vus, j'ai bien aimé ça. Super, merci. Vas-y donc, mon beau Laurent, toi. Ben, moi aussi, je vais vous parler de trucs que j'ai regardés. Ben, de She-Hulk. J'ai juste vu un seul épisode, par exemple. J'étais comment? Moi, j'avais hâte. Je suis très fan de la Run of Onslaught dont tu parles, Yannick. Fait que j'avais. Tu sais, j'étais comment? C'est correct, mais j'ai hâte d'être rendu au stuff d'avocat. Là. C'est pour ça que je suis là. Genre. Ben, c'est ça que le show est après. Le premier épisode c'est est vraiment ça, tu sais. différent du reste. Recule un peu Je ton trouve micro, qu'il y avait- s'il te plaît, Laurent. Tu te dis pas ça souvent, mais tu parles très fort dans ton micro. Ah ouais, Ouais, wow. ouais. Yes, enfin, j'ai réussi. Non, je trouvais qu'il y avait beaucoup de bagarres avec Hulk, tu sais, que j'ai ça quand je regarde de quoi me dire non, mais parlez-vous, genre. Ouais. C'est le même que tu comme dis vous ça en avez pas écoutant besoin de vous Seinfeld? tapocher. Seinfeld, tu oui. dis ça, mais enfin? Ouais, moi aussi. Voyons, parlez-vous, tabarnak. Mais ouais, fait que j'ai quand même hâte de voir où ça s'en va. J'ai hâte de voir si on va voir le Juggernaut. Ah, ça serait cool. Ce serait cool. Fait que t'as quoi sinon de ton Oui, je vais vous parler de 2 films que j'ai regardés, 2 documentaires qui m'avaient été recommandés jadis par Alex Rose. On salue l'ancien partenaire de Yannick, justement, au Voyeur de Ben Vue. oui. Un de ces films-là qui s'appelle Vinyl, qui est sorti en 2000. Alors, c'est un documentaire. Les 2 sont des documentaires sur les collectionneurs de vinyle réalisés par le même gars, Alan Zweig. Puis, j'avoue que... Tu sais, je veux dire, je collectionne, mettons, moi aussi, la musique. J'ai vu ton mais appart. la collectionnite en général est quand même un phénomène qui me fascine un peu. Tu sais, qu'est-ce qui pousse les gens, et dont moi-même, là, je m'inclus là-dedans, à accumuler autant d'affaires comme ça, tu sais, alors que, genre, les communs des mortels ne sont pas intéressés ou même, genre, jamais dans des... aussi maladivement, disons. Fait que là, tu sais, j'avoue que je suis comme, moi, je me considère pas si pire que ça. Puis là, je suis comme, je vais un peu, tu sais, voir ces films-là en me disant, ça va relativiser, je vais aller voir des plus crackpots que moi, là, dans le fond. Puis que finalement, ça m'a full déprimé. Je me suis full reconnu dans tout ça. Ah non, T'sais, non. en gros, t'sais, le film, il date de 2000. Le gars est un collectionneur de vinyle, le réalisateur. C'est son premier film. Puis il fait des interviews avec d'autres collectionneurs de son entourage et qu'il connaît. Mais tu sais, c'est comme... ce que j'ai apprécié de tout ça, c'est l'espèce de franchise qu'il y a dans ces questions. C'est pas juste comme, montre-moi des affaires de ta collection. C'est, tu sais, il interview des dudes un peu weird, puis il est comme, est-ce que, tu sais, il y a une question qu'il pose, c'est genre, est-ce que tu te considères toi-même, genre, comme si t'étais pas digne d'avoir une relation avec une femme, fait que
t'as arrangé ton appart de façon à ce qu'aucune femme ne voudrait y rester. Penses-tu que c'est ça? Puis là, les gars sont comme ah ouais, il y a peut-être de ça. Là, Tu sais, comme ça attends, devient là. super franc et comme introspectif, là. Tu viens de réveiller de quoi, en tout cas? Ouais, ben c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme. Tu sais, c'est comme un film d'une heure 45. Puis 20 minutes après, j'étais comme, oh non, mais là. Tu sais, je suis comme. T'as Give l'impression or qu'il faut take, que tu là, tu sais. continues à regarder le film dans les yeux puis pas flancher. Ouais, c'est ça, mais tu sais, il y a quand même, tu sais, il y avait beaucoup d'affaires qui résonnaient, tu sais, en quelque part. Puis je sais que je suis pas si pire que ça, mais tu sais, ça m'est déjà arrivé aussi, de me laisser aller. Puis oui, moi aussi, j'ai déjà marché sur un livre ou sur un disque. Puis après, j'étais pas content. Puis j'étais comme, ah, si je me laisse aller, c'est le bordel ici. Ça a comme pas de bon sens de vivre comme ça, sur order, what the fuck, tu sais. Fait que ça m'a beaucoup fait de mal, on va se le dire. Par contre, le deuxième film s'appelle Records. Date de 20 ans plus tard, en 2021. Même réalisateur et une bonne partie de mêmes interviewés. Puis le film est comme beaucoup plus lumineux quand même. C'est comme... tu sais, alors que le premier film parle de... On a un problème, les gars, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Genre, ça n'a pas de bon sens. Puis comme super, c'est un film très, très... tu sais, comme ça paraît que c'est un film de dépression. Là. Le gars, il va pas bien, puis il s'auto-analyse, puis il creuse, puis il va dans des zones. Puis là, le deuxième film qui s'appelle Records, c'est plus le film de l'acceptation, tu sais. Il est ailleurs dans la vie, il est plus vieux, il a accepté certains trucs, il a accepté qu'il n'arrêterait jamais vraiment, mais il relativise... puis tous les gens qu'il rencontre aussi, sont encore fiers, sont encore là-dedans, mais avec une espèce de laisser-aller moins maladif. Puis il y en a plusieurs que tu vois aussi qui ont trouvé, genre, mettons, un chum ou une blonde, puis qu'ils sont un peu les deux là-dedans, puis qu'ils se comprennent, ça fait partie de leur univers, puis tout. Fait que c'est comme une forme de part 2 qui amène moins, genre, mais qui est comme, somme toute, rassurant. Est-ce que tu dirais qu'il faut voir les deux pour bien apprécier surtout le deuxième? Moi, je te dirais, honnêtement, je pense que le premier est meilleur. Mm-hmm. Dans le sens qu'il y a plus, tu sais, il y a plus une étude anthropologique qui vient avec, tu sais. Mais je trouve que le deuxième, tout seul en tant que film, je le trouve beaucoup moins fort, mais je trouve qu'en tant que partie 2 du premier film, il vient comme clore d'une façon efficace et belle, un truc qui m'avait un peu déprimé, tu sais. Fait que intéressant. Je trouve que les deux, ils vont bien ensemble. Puis pour vrai, les deux, tu sais, si c'est quelque chose qui vous intéresse, là, c'est sûr que ça parle beaucoup de musique puis de façon très nerd, là. Mais si c'est un truc qui vous intéresse, les deux sont sur la chaîne YouTube du réalisateur en ligne, là, gratuit. Fait que ça fait donc son nom? Se check. Alan Zweig, Z-W-E-I-G. Deux films très fascinants. Ah, merci. Vas-y donc, mon Jake. Parce que toi, tu nous disais, Jake, tu avais plein d'affaires à nous dire. Ben oui, mais là on Vas-y en commence à rafale. faire beaucoup, là. Ben oui, mais là, Ben écoute, je vais vous parler de... c'est à toi. Je sais même pas comment le dire. Avez-vous déjà entendu parler de Midjourney? Midjourney, non. OK, donc c'est pas le jeu open world. Non, ça, c'est Journey. En tout cas, j'étais pas loin. Il y a un jeu qui s'appelle Journey qui est belle fun. C'est pas lui que l'ours, Midjourney, là, c'est- l'ours, puis la peau d'ours, puis des fleurs. Midsommar. Ah, ça, c'est Midsommar. Midsommar. C'est C'est le pas la punch de la band, là. Don't stop believing. Ça, c'est Journey. Yeah, Ça, c'est yeah. Journey. Ça aussi, c'est Journey. C'est C'est la même chose que le jeu open world. Non, Exactement. c'est Pas pas la l'heure même. midi. Oui, c'est toute la même affaire. Puis voyez-vous, ce qu'on vient de faire là, on pourrait utiliser Midjourney pour avoir un visuel de tous ces mots-là. Parce que Midjourney, c'est ça. C'est une application qui utilise l'intelligence artificielle pour faire des images à partir de mots-clés que tu tapes. OK. OK. Fait que là, tu sais, vous vous rappelez, il y a une couple de mois ou de semaines, on avait entendu parler de DALL-E. Mhm. Il est sorti DALL-E 2. Puis là, Midjourney, c'est comme genre le grand frère qui tasse DALL-E puis qui le pousse dans le mur puis qui fait non, m'a te montrer comment ça marche. Puis c'est absolument traumatisant, inquiétant, tous les mots de même. Puis surtout pour des créateurs d'art visuel.
Fait que, en gros, là, tu tapes, mettons, Little Dog on a Bike, but in the style of Frank Frazetta. Puis là, ça va te faire une peinture HD, puis tu vas voir les coups de pinceau de Frazetta qui vont créer ce petit chien sur un bicycle. Et quand je dis ça, là, c'est... Allez l'essayer, t'as comme un trial qui est gratuit, là, mais c'est hautement troublant parce que ça peut recréer autant le style de Calvin and Hobbes que du photoréalisme qu'une équipe aurait travaillé 2 mois pour faire cette image-là. T'as-tu essayé de taper ton nom? Non, ben c'est pas un search engine. Hein, non, mais je veux dire, t'as-tu essayé In the Style of Jake Dion? Non, j'ai pas essayé ça. Laurent, tu peux-tu essayer pendant que Jake il fait ça? Non, mais j'ai essayé beaucoup. Dans du sable mouvant, dans le style de Jake Dion. Oui, c'est bon ça. Mais Qui, là, dans... Il a dit Mathieu Bob Côté dans des sorts mouvants dans le style de Jake Dion. C'est très spécifique, ça. Mais bref, il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des entrevues, dont une dernièrement avec Dave McKean, l'auteur des covers de Sandman, parce que bizarrement, le style de Dave McKean est très similaire à ce que Midjourney peut produire, dans le sens c'est comme un peu du collage. Ouais. Il y a des formes abstraites, mais photoréalistes, tout ça. Puis, bref, moi, ça fait comme une couple de semaines que j'expérimente avec. Puis, sur mon Facebook, c'est juste des gens qui commentent là-dessus puis qui se posent des questions. Parce que là, tu sais, mettons, tu fais comme... OK, tu décris une image, puis là, tu fais In the Style of Mike Mignola, puis ce qui sort, c'est comme merveilleux et incroyable, tu sais. Puis là, tout le monde se dit, bon, ben, à quand le moment fatal où quelqu'un va créer un comic book avec Midjourney? C'est fait. Et ça a été fait. Fait que ça s'appelle Summer Island, de l'écriture est de Steve Coulson et l'art est de Midjourney, ce programme d'AI. Et c'est absolument à couper le souffle. On dirait que c'est dessiné par un dessinateur espagnol des années 70 qui est comme un génie, là, puis que genre personne n'est capable de dessiner comme lui. Là. On dirait que c'est dessiné comme ça. Puis, évidemment, le gars qui a écrit, il a quand même fait un travail de post-production dans le sens que c'est lui qui a assemblé les images pour créer des pages. Tu vois qu'il y a une base en graphisme parce que le lettering est super beau. Il a décidé de faire sa BD en noir et blanc pour justement donner un feel plus gritty, plus vieux comic book. Et pour vrai, c'est quelque chose que va falloir en parler, puis il va falloir checker ce qu'on fait avec ça, parce que c'est... tu sais, moi, quand on a commencé à parler du AI et de la robotisation de certains emplois, je pensais pour vrai que les artistes, on allait être les derniers à se faire remplacer. Puis là, on se rend compte que ça a le potentiel de remplacer beaucoup de travail d'illustrateurs et de... Parce que là, mettons, là, tu sais, toi, tu fais un album, là, tu mets ça sur Spotify. Ça te manque un cover. Ben, à la place d'appeler un de tes amis pour pas le payer, pour lui dire « Je vais t'offrir 50$ puis une copie de mon album, un show gratis, ça te tente. » Puis que finalement, le résultat est moyen. Ça a l'air d'être sorti d'une expérience personnel, ça. Ben, non, mais tu sais, je veux dire, n'importe qui a besoin d'un illustrateur, whatever. En visibilité. C'est ça. Ben là, tu sais, il peut aller sur Midjourney et avoir un des visuels les plus hot qui a jamais été vu par l'œil humain. Fait que rien de moins que ça. Puis pour vrai, si vous ne me croyez pas, si vous pensez que j'exagère, allez sur Google, tapez Midjourney avec peut-être un mot-clé juste pour voir les résultats. Puis tout le long, vous allez vous dire « Attends, non, mais il y a quelqu'un qui a fait ça. » là. Puis c'est comme non, c'est des mots-clés. Puis c'est ça que ça donne. Fait que... Et d'ailleurs, j'ai recevoir un courriel. C'est assez inusité, le timing. Ben oui. Ah ben, calice. Midjourney rendu full-fledged des mystérieux étonnants. Bravo, Midjourney. Bienvenue dans l'émission. Et puis il y a de l'air sympathique, là, Midjourney. Mais tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, la discussion tourne autour de
On peut pas rentrer le génie dans l'ample, là. On peut pas rentrer l'affaire dans la boîte. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça existe, c'est sorti. Il y a beaucoup de scénaristes qui vont utiliser ça pour faire des histoires. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir besoin d'illustrateurs qui vont utiliser Midjourney. Ça ouvre aussi une weird de porte légale parce que à qui ça appartient, ça? Ça appartient-tu à Midjourney? Ça appartient-tu au gars qui a rentré les mots-clés? Le copyright, où c'est qui se fait? Là? Si tu tapes In the Style of Mike Mignola, est-ce que Mike Mignola peut te poursuivre? Ça devient... ça devient c'est un nouveau peut-être du terrain de jeu. plagiat, effectivement. C'est un nouveau terrain de jeu parce Ou un que hommage. personne n'a jamais vécu ça là, dans le monde. Là. Fait que c'est tout frais, tout nouveau. Puis moi, j'ai l'air d'en parler avec trauma et tristesse, mais c'est pas nécessairement le cas. Je suis pas triste de ça. C'est juste que c'est un game changer. Et il y a beaucoup de gens qui comparent ça, mettons, quand la musique électronique est rentrée versus les musiciens traditionnels qui étaient comme, ben là, un humain ne serait jamais capable de faire ce beat-là dans la vraie vie, fait que c'est de la merde. On pourrait débattre à quel point c'est un bon exemple qui se compare bien. Moi, je ne sais pas si c'est plus comme là si tu disais chanson upbeat avec dans le style grunge avec la voix de Whitney Houston. Puis là, ça te composait une tune de 5 minutes qui est comme extraordinaire puis que c'est super hot. Je sais pas. Mais bref, c'était une discussion qui est importante à avoir parce qu'on est dedans. Là. On faut qu'on deal avec ça. Là. Moi, je peux voir, mettons, j'ai eu depuis quelques années des contrats ici et là comme d'illustration pour des accessoiristes, pour des projets télé ou cinéma. Puis ça, je suis capable de voir ça facilement tout s'évaporer à cause d'un outil comme ça. Genre comme t'avais fait des manuscrits à un moment donné pour une émission québécoise. Là, ça, je le vois très bien. Là, rentrer quelques mots-clés, je sais pas, c'était quoi? C'est des trucs, des textes médicaux que t'avais fait, quelque chose comme ça? J'avais fait des illustrations d'époque justement pour les pays d'en haut. Mais là, voilà, juste avant que la porte ferme, j'ai rentré. Voilà. que ce genre de job-là soit possible. En tout cas, on verra. Mais si ça vous intéresse de voir, je répète le titre de la BD, là, c'est le gars qui a écrit ça, il l'offre gratuitement sur le net en format PDF. Donc c'est Summer Island Midjourney et l'écrivain c'est Steve Coulson. À suivre! OK. Tu te sens traumatisé. C'est parce que quand vous allez voir les images, vous allez voir, c'est décalissant. Là. C'est comme, OK, c'est un ordi qui fait ça à ce temps. Mais oui, vas-y. C'est parce que là, je comprends que le produit est beau, mais est-ce que cette machine-là, pour l'instant, n'est capable que d'émulation, mettons? T'as beau y dire in the style of, je sais pas moi, Mignola ou Matotti, mais est-ce que cette machine-là est capable d'avoir son propre style? Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Mais le point, c'est ça. Humains, c'est que ça vient de créer un précédent. Puis là, à partir de là, je ne suis pas un scientifique, là, mais il y a une couche d'extrapolation que tu peux amener puis qui peut faire en sorte, entre guillemets, là, facilement passer à une autre étape. Oui, puis tu sais, t'es pas obligé de choisir un style. Midjourney peut très facilement choisir un style qui lui appartient. Là. Fait que tu pourrais juste taper Watercolors of a Boat, puis il va te trouver de quoi. Là, je regardais ça juste un instant. J'ai fermé mon micro pour aller checker, puis je peux voir aussi ça vraiment rentrer, mettons, dans la job de concept artist. Là. Les jeux vidéo. Vraiment comme un train. Là. Aïe. C'est extraordinaire pour les gens qui dessinent pas et qui sont créatifs parce que, tu sais, comme cet écrivain-là, puis tu sais, ça, il y en a beaucoup de gens autour de moi comme ça là, qui me proposent des projets qui sont brillants, mais moi, j'ai pas le temps de dessiner pour tout le monde. Ben, eux autres peuvent faire que, un peu là, m'a m'essayer là, avec Midjourney, puis là, ils te pondent un visuel qui est magnifique. Je pense à quelqu'un qui fait justement du concept art de jeux vidéo, ça peut être un outil extraordinaire. Fait que, tu sais, si les gens s'en servent comme un outil, c'est incroyable, mais c'est ça. C'est que ça va prendre une partie de ce qui est
des freelancers. C'est déjà difficile, j'ai l'impression, de faire comprendre aux gens qui sont pas artistes que la job d'un artiste, c'est un travail et ça se paie. Et c'est une profession, c'est quelque chose d'extrêmement spécialisé. Donc, d'amener des outils qui peuvent jouer dans le même terrain, moi, je trouve que ça ramène un flou. C'est super tough faire comprendre à quelqu'un qui n'a pas cette sensibilité artistique que c'est un travail. Mais voilà, je peux le faire dans Google. Ben, c'est ça, tu le feras dans Google. J'ai l'impression pour l'instant, là, c'est peut-être pas là qu'il faut paniquer, mais je comprends qu'il y a un danger qui peut se pointer. Mais ça. Ouais, il y a rien. Il y a plein de jobs qui vont être perdus dans les prochaines années à cause de l'automatisation et des algorithmes. Là, c'est triste, mais attendez-vous à ça. Là, c'est que le bout de l'iceberg. Mais sinon, je peux vous parler de quelque chose de positif pour essayer de parler de quelque chose de positif pour être downer. Puis d'ailleurs, tu parles de style, Jake. Ça sointe le style, ce dont je veux vous parler, parce que j'ai écouté hier, durant la journée, le film Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtle, The Movie, parce qu'il y a une série de Nickelodeon qui est sortie. Je pense qu'il y a une saison à date. Les deux sont disponibles sur Netflix, mais le film est sorti durant le week-end dernier. Et je vais dire ça ici, là. Tabarnak, c'est une des affaires les plus wild que j'ai vues depuis très longtemps. Et que vous ayez vu la série ou pas, que vous soyez fan de Ninja Turtle ou pas, vous devez écouter ce film-là parce que ça amène le storytelling visuel de ce qui peut être fait en animation à un autre niveau. J'ai trouvé ça débile. Pour vous donner une idée, là, pensez à un mélange de l'énergie du style de dessin des animés mélangé avec quelque chose qui s'apparente à Franquin. Pour vrai, là. Surtout au niveau des designs des personnages. Ouais, au niveau des visages des personnages humains, il y a quelque chose qui fait très franco-belge, très franquin dans le trait. Je trouve ça super beau. Comment je pourrais vous dire ça? C'est une toute autre interprétation des Teenage Mutant Ninja Turtles. Par exemple, dans cette version-là, Leonardo n'est pas le leader. C'est comme un peu, il prend le rôle de Raphaël. Il est tête de cochon, il écoute pas, il est impulsif. Tandis que c'est Raphaël qui est, lui, le leader, qui essaie de faire une cohésion dans l'équipe. Ils ont joué aussi avec le design. Non. Puis c'est ça l'affaire. Là, c'est... Pardon, répète ça, Yannick. Vu ma proximité à l'univers des Turtles, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de fans qui se plaisent à vouloir détester cette nouvelle version des Turtles et que les plus jeunes qui aiment traitent ces vieux grincheux de Kawa Boomers. Ben, c'est des Kawa Boomers, puis j'aime ça. Je prends l'expression « fuck les Kawa Boomers », puis pour moi, c'est la preuve que tu peux jouer avec les codes d'une franchise qui est établie puis d'en faire quelque chose de frais et d'intéressant. C'est d'où l'intérêt de briser la formule de temps en temps. Là, c'est pas devenu des cannibales, les Turtles, dans cette affaire-là. C'est pas dénaturé à ce point-là. Là. Ce que c'est on essaie de jouer avec les codes, puis ils réussissent très bien. Les personnages sont un petit peu différents. Comme je viens de vous le dire, l'alignement est différent. Le design des Turtles sont différents. Raphaël est massif, il est comme un genre de tank. Léo est plus mince. Mikey est tout petit. Même chétif, il est très... il est tout le temps inquiété, un peu triste, tristounet. Donatello aime beaucoup son intellect, donc il est un peu plus pompeux. Puis ils ont des armes mystiques. Comme Leonardo a des épées qui lui permettent de se téléporter. S'il en lance une, il peut prendre son autre épée puis se téléporter où l'autre épée est. Où est-ce qu'il l'a lancé. Fait que ça amène toute une dynamique d'un combat qui est super intéressante. Donatello va créer des genres d'hologrammes solides un peu à la manière d'un Green Lantern, comme un genre de John Stewart, par exemple. Mikey a des nunchakus à l'infini qui peut allonger comme il veut. Et Raphaël a la possibilité de créer une armure autour de lui qui est de son apparence, mais qui peut donner extrêmement grande. C'est super beau, pour vrai. Ça m'a extrêmement diverti. J'avais pas vu la série. Donc, pour vous donner un peu l'idée, là, la série commence, on est dans le futur, et la planète a été conquise par les Krang, qui sont pas dans la série initiale. Et les Krang qui viennent d'une autre dimension. On fait encore rappel à ce qui était l'origine des comics puis dans le dessin animé. Et on envoie un jeune Casey Jones dans le passé, c'est très Terminator, pour prévenir l'arrivée des Krang dans notre dimension. Donc, il arrive à notre époque, et c'est lui qui doit rencontrer ses vieux sensei pour essayer de les convaincre, non, je viens du futur, puis il faut empêcher l'invasion des Krang. Puis à partir du moment que ça ne marche pas, parce qu'il manque de cohésion dans l'équipe, les Turtles ne parlent pas, les Krang arrivent, puis ils foutent le bordel, mais solide dans New York. Et c'est aux Turtles d'essayer de se rallier puis trouver une manière de combattre l'invasion. Je ne sais pas comment en parler sans spoiler, mais il y a des moments, des chorégraphies de combat là-dedans que je me suis dit, ça c'est digne
des plus belles séquences que tu pourrais avoir d'un Marvel. Il y a quelqu'un qui ont pensé à ça, puis de la combinaison de comment les Turtles vont travailler ensemble avec leurs pouvoirs, puis il y a un style visuel aussi dans le storytelling, au niveau des transitions, au niveau même de l'humour, mais c'est en même temps extrêmement dark. Il y a des moments dans la série où je trouvais, dans le film, c'était particulièrement émotif. Fallait écouter ça, c'est 1h30, ça part super bien, ça s'appelle Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtle, The Movie, de 2022, c'est sorti vendredi dernier, je pense, sur Netflix, c'est sorti la semaine passée en tout cas. C'est disponible, et la première saison du même titre est disponible aussi sur Netflix, puis fuck les Cowboy Boomers, parce que ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. J'ai tellement eu de fun. Puis je passe à travers plein d'autres éléments qui est le fun. Ils ont réinterprété Shredders, pas Shredders, mais Splinters. Ils ont interprété April O'Neil. Ils ont vraiment joué avec les codes. C'est super fun. Très rafraîchissant. Technodome est là-dedans aussi. Là. Allez voir ça, Colin. Wow, ben, tu me l'as bien vendu, Ben. Mon ami personnel, Kevin Eastman, m'a dit qu'il avait bien aimé ça. Fait bon? Regarde, dans le son du parrain. ton Tommy Eastman. Mon best bud. Ton best bud. T'as toi d'ailleurs, Yannick, si t'as quelque chose qui te reste? Non, ben en fait, j'ai rien de spécial, drette là. C'est ma grosse chronique, c'était She-Hulk. She-Hulk, mais j'ai une question pour toi. J'ai vu qu'ils ont remplacé un personnage dans la prochaine saison de Lois and Clark sur la dernière série existante du Arrowverse. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il y a un acteur qui ne revient pas. Le jeune John Kent, l'acteur qui jouait John Kent ne revient pas. Et pour des raisons nébuleuses. On ne sait pas pourquoi. Clair. Ils vont juste caster un nouvel acteur pour le remplacer. Ce qui est dommage parce que les jeunes dans cette série-là sont tout de même vraiment. C'est des bons acteurs, c'est des bons personnages. Sont bien incarnés, tout ça. Fait que c'est dommage qu'ils risquent de changer ça, mais c'est ça. Il y a un des enfants Kent qui ne sera plus le même alors que la série va revenir l'année prochaine. Bon, OK. Puis sinon, tu as vu Westworld. J'arrête pas de voir tes faces de toi qui écoutes Westworld sur Instagram. J'aime Westworld, mais je peux pas cautionner Westworld à tout le monde. Moi, je suis sur mon propre chemin avec Westworld. Je dirais à tout le monde d'écouter le premier épisode, par exemple. Le pilote il est comme 70 minutes. Il est vraiment bon. Si vous aimez le concept initial de Westworld, c'est vraiment une take intéressante là-dessus. Le reste de la série, il y a des épisodes qui sont génial, chef kiss. Puis il y en a d'autres qui s'empêtrent dans leur propre pied, mais de façon ambitieuse. Mm-hmm. Pour moi, ça vaut la peine de le regarder, mais je ne peux pas vraiment le cautionner à d'autres gens. Excellent. Mais, si vous aimez Evan Rachel Wood et vous la suivriez alors qu'elle met feu et à sang à l'humanité, peut-être que vous allez y trouver votre compte, comme moi je l'ai fait. Oh, wow, bien dit. Laurent, toi, qu'est-ce que tu avais? Je peux vous parler d'une BD que j'ai lue aussi. Ben oui, je sais. J'ai lu un tout petit livre, ça s'appelle, en anglais, ça s'appelle All the Answers. Moi, je l'ai lu, la version française qui s'appelle L'Enfant prodige. C'est de Michael Copperman. C'est un album, là, somme toute, ça a l'air un peu classique, là, dans le sens que c'est comme une biographie du père de l'auteur, puis ils sont jamais bien entendus, puis ils essaient de catcher pourquoi, puis c'est comme... C'est un peu déjà vu, mais ce qui est intéressant avec le père de l'auteur là-dedans, c'est que c'est un child superstar, Okay. mais d'une époque dont moi je ne connais rien, c'est-à-dire que c'était un enfant star de jeux radiophoniques, en fait qu'il était dans une émission qu'on appelait Quiz Kids, à l'époque où c'était comme, de la façon que je le comprends, une espèce de proto-génie en herbe, mais compétitif, avec des enfants un peu surdoués qui répondaient à des questions, puis que ça a passé beaucoup à la radio pendant la guerre, puis au tout début de la télévision. Fait que c'est vraiment comme une réflexion super intéressante. Tu sais, de comment être un child superstar, ça te scrape une vie sur un moyen temps. Puis de tout ce milieu-là, justement, du début de ce qu'on peut appeler les jeux télévisés, les jeux compétitifs, les jeux où ce que tu réponds à des affaires puis que tu gagnes des prix ou de l'argent, genre, c'est comme une espèce d'introspection de ce milieu-là. Puis pour vrai, j'étais fasciné par tout ça. Je savais pas que ça remontait à aussi loin. Je savais pas. Puis là, tu sais, ça parle beaucoup là, d'espèces de dérives, de trucage qu'il y a pu avoir là-dedans. Ou, tu sais, même, mettons, lui, son propre père
il pense pas, pendant longtemps, il pense pas que c'est truqué ou rien, mais en fait, tu te rends compte que beaucoup, la production pose des questions aux enfants qui, oui, c'est vrai qu'ils sont intelligents, mais c'est eux qui fournissent, genre, hey, lisez ces livres-là, puis en gros, les questions vont être sur ces livres-là aussi, Fait que c'est comme un peu dirigé là-dedans. Comment lui, il pense avoir été instrumentalisé dans le sens qu'on est comme en 41-42, puis c'est la Deuxième Guerre mondiale et lui est juif, fait qu'il pense qu'il a été utilisé pour qu'on puisse avoir des modèles de vraies personnes, des vrais enfants juifs qu'on puisse voir pour créer une espèce de sentiment de genre, ah oui, c'est des vraies personnes dans un État qui est quand même un peu antisémite. C'est ça, ça attire sur plein de fils comme ça. Puis en même temps, lui, ce gars-là, il part un album sur son père, mais juste au moment où son père, il commence à avoir des problèmes d'Alzheimer, puis tout, en plus de plein d'affaires pas nice qu'il a refoulé, mais il les a refoulé à un point où genre, qu'il sait vraiment plus qu'est-ce qui est vrai ou pas, Fait que c'est super compliqué à décortiquer, là. Pour vrai, c'est un petit livre, une petite lecture bien, bien fascinante. Rappelle le titre, s'il te plaît. L'enfant prodige ou bedon, All the Answers. Excellent. Toi, Jake, il te restait-tu quelque chose? Il me reste plein d'affaires, mais on va remettre ça semaine prochaine. Mais peut-être que je pourrais juste avant parler de mentionner... Prévost ou non? Non? Oui. Bon, c'est pas dans ma liste. OK. Mais non, je voulais peut-être juste mentionner et faire un salut à notre ami Francis Ouellette, qui a sorti son premier roman la semaine dernière, ou il y a deux semaines déjà. Il y a déjà 2 semaines. Qui s'appelle Mélasse. Ça s'appelle Mélasse de fantaisie et c'est publié chez La Mèche. Puis là, il est en train de Take the Québec by Storm. J'y ai parlé aujourd'hui, puis écoute, ça se passe extrêmement bien. On est très fiers de lui, puis allez checker ça, allez acheter son livre. C'est absolument extraordinaire, c'est exceptionnel, puis vous allez enfin pouvoir, si vous ne connaissez pas Francis déjà, vous allez catcher c'est qui ce gars-là en lisant son livre. Je l'ai commandé, mais par les libraires. Librairie. Les libraires. Puis je l'ai commandé dans une librairie qui avait 2 livres, qui avait celui-là que je voulais commander et un autre. Donc, je l'ai choisi. Donc, Carcajou à Laval, ben le fun de faire une commande, puis après que tu t'aperçois que vous ne les aviez pas finalement en réserve. Fait que là, j'attends 14 jours. Fait, on s'entend, là, c'est un beau problème. Ouais. Mais bon, c'est un petit peu ordinaire. Ouais, anyway, tu vas le recevoir, mais tu vas le lire dans 2 ans. Je le sais, c'est tout le temps ça que je fais. Anyway. Mais là, je veux le lire parce que... Puis tu sais, je dis ça, mais c'est pas péjoratif, mais je suis pas surpris que Francis ait ça. Tu sais, on fait longtemps qu'on le connaît, il y a toujours eu beaucoup de verbes, puis il y a cette façon de parler qui mélange culture et trash. Ouais. Ça a tout le temps été présent chez lui. De le mettre sur papier, c'était comme l'évolution logique de la personne. Donc, mais tout le monde dit que c'est extraordinaire, fait que je voulais l'encourager. J'ai rarement vu auparavant, dans tous mes années dans le milieu du livre, un premier livre de quelqu'un faire autant jaser que ça. Le livre, il y a 2 semaines, là, j'ai jamais vu un buzz de même. Là. Je suis vraiment impressionné. Il est rendu à sa 3e réimpression. Là. Déjà? 2 semaines. En 2 semaines. C'est fou dans la tête. Fait que allez vous garocher là-dessus. Mélasse de fantaisie. Hey, moi, je vais finir sur une petite affaire. On parle de trucs qui est extrême à extreme des 90s. Remember the 90s, guys? Tu sais, dans le temps que tout était beau, puis la pire affaire que tu pouvais faire, c'est manger trop de sucre. Ben, moi, j'ai une nostalgie peut-être mal placée des 90s, mais je suis fasciné par cette époque-là. Puis, je suis fasciné par l'époque aussi du comic book des 90s. On a tous lu, je crois, des comic books dans les 90s, ou dans mon cas, essayer de comprendre ce qui était écrit en anglais, là, mais j'en achetais des comics à l'époque. Et il y a les 90s reviennent et pas sous forme de POG. La première chose, c'est DC Comics qui a annoncé que Mark Silvestri, qui est un des fondateurs d'Image Comics, faisait partie des 7 artistes, va lancer une mini-série de Batman de 7 numéros sous DC Black Label. Je vais vous rappeler c'est quoi DC Black Label. On y publie ce qu'on appelle des creator-owned, donc les gens, des fois, gardent les droits. Des fois, c'est des histoires qui sont plus matures, plus violentes, qui font pas partie du canon de DC Comics. Donc, c'est l'interprétation d'un auteur ou d'auteur sur un personnage ou un événement. On est dans l'expérimentation. Donc, le titre de Mark Silvestri, c'est Batman / The Joker The Deadly Duo, une série dans laquelle le Joker et Batman joignent leurs forces, comme le titre l'indique,
pour récupérer Harley Quinn qui a été kidnappée d'une figure mystérieuse et qui serait assez fou pour faire chier le Joker, je sais pas, mais c'est un peu la façon qu'on présente l'histoire. Alors aussi que même Gotham est apprise à une espèce de créature qui ressemble au Joker et que Jim Gordon a disparu, a été lui aussi kidnappé. Donc Batman et le Joker unissent leurs forces. Le premier numéro va sortir le 1er novembre, le deuxième déjà le deuxième numéro le 6 décembre. Donc ça s'en vient, 7 numéros, puis ça a l'air d'être un projet de vraiment bâti dans l'amour pour Marc Silvestri. Là, dans les entrevues que j'ai faites, il a l'air particulièrement enthousiaste. Donc ça s'en vient. Je vais attendre le trade pour le lire. Sinon, on reste un peu dans les 90s avec Wildcats. Avez-vous lu Wildcats, les gars, quand vous étiez jeunes? Ben oui. Bien sûr. Une série... Wild Action Teams. Exactement. Une des créations d'un des fondateurs, encore une fois, des Image Comics, Jim Lee, qui a été utilisé aussi comme point de tremplin pour la fondation de Wildstorm Comics, qui était son étiquette sous Image. Voilà. Donc, Allô, Spartan. Zealot, Voodoo. Voodoo. Gang-là. C'est toute cette gang-là de... en fait, il y a eu... ça a été assez populaire dans les années 90, qu'éventuellement, il y a eu même un dessin animé. Il y a eu, je pense, ces 50 numéros de la première run qui a été lancée en 92. Puis après, il y a eu comme 4 autres séries qui ont fini par mourir ou arrêter en 2010. Et en 80... Pardon, vous avez tout parlé en même temps. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai juste dit Grifter. Grifter, voilà. C'est le nom qui me manquait. Grifter, voilà. Donc, en 99, Wildstorm a été acheté par DC Comics et les personnages ont été donc réintégrés éventuellement dans le canon de DC. Donc, deux compagnies qui fusionnent et on prend les personnages. Maintenant, ils font partie du canon de DC. C'était pas la première fois. Shazam, Captain Marvel à l'époque, mais Shazam aujourd'hui, c'est la même chose. Ça appartenait à Fawcett, je crois. Ça a été intégré après au personnage de DC. Et donc, quand il y a eu l'événement Final Flashpoint en 2011, et avec le New 52, les personnages ont commencé à faire leur apparition dans certains titres de DC de temps en temps. Et depuis une douzaine d'années, il n'y avait pas eu de série dédiée à Wildcats. Donc, DC reboot Wildcats ou ramène plutôt Wildcats. Et ces personnages vont faire leur apparition prochainement dans leur série à Gotham. Et ils vont confronter The Cult of Owls qui avait été établi par Snyder dans sa run de Batman. Donc, assez intrigué par la prémisse. Et justement, Grifter était, il n'y a pas si longtemps, dans une série de Batman qui s'appelait Batman Urban Legends, donc qui sert aussi de tremplin ou de point d'entrée à l'arrivée des Wildcats, une fois de plus dans l'univers de DC. Je n'ai pas lu de Wildcats depuis au moins 30 ans. Là. Donc, je suis bien intrigué de voir comment ils vont intégrer. C'est des personnages qui appartiennent à leur époque, là. Surtout dans le design des personnages. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont les mettre dans ce qui est le DC d'aujourd'hui, même s'ils l'ont déjà fait par le passé. L'affaire avec les Wildcats, c'est que sont pas particulièrement des bons personnages riches. Sont des échos des affaires que Jim Lee dessinait bien, puis qu'il a décidé de faire davantage. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour tout l'univers de Wildstorm, même si il y a quelque chose de tout de même un peu push dans tout ça. Il y a 25 000 personnages qui ont pratiquement toutes la même origine, mais qui n'ont pas profité d'être interprétés par 1000 artistes, ce qui leur a éventuellement donné une différence. Mais comme la run d'Alan Moore, j'en ai lu une couple dans le temps, ça c'est intéressant. Ouais. Puis la façon, mettons, qu'une couple de ces personnages-là ont été utilisés par Ed Brubaker dans Sleeper, mettons, moi j'avais bien aimé ça. On dirait que les utiliser pour faire ricocheter des personnages plus intéressants, c'est un peu le destin de ces personnages-là qui... Ce qui était excitant, c'était mettons que Jim Lee les dessine. C'était pas nécessairement que leur concept ou leur personnalité. C'est des personnages qui ont été créés aussi en réaction à un milieu plus que... je peux pas dire que les premiers personnages de Marvel, les premiers super-héros, c'était pur comme origine, là, mais c'est des personnages créés en réaction à. Donc, ils sont beaucoup dans l'extrême. Ils sont très campés à une époque, puis ils semblent, parce que j'en ai pas lu, donc je dois avouer que je ne sais pas, ils semblent appartenir à une autre ère qui est plus celle dans laquelle on est en ce moment au niveau du comic book. C'est contrairement, mettons, à Savage Dragon ou à Spawn, tu sens que
Wildcats et Cyberforce de Mark Silvestri, Ouais. que tu mentionnais juste avant. Mhm. C'est comme des concepts qui ont fait comme OK, on start notre BD là. Crée un team. Qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'ils ont fait des genres de sous-X-Men. Là, tu sais. Mhm. Mais tu sens que Spawn, c'est un personnage qui habitait Todd McFarlane depuis des années. Savage Dragon, même chose. À la limite, Youngblood, tu sens que Liefeld, il y avait peut-être une meilleure idée de base, mais tu lis Cyberforce puis Wildcats, puis les personnages sont interchangeables. Là. Serais-tu capable d'en relire aujourd'hui? Mettons du Wildstorm, du Wildcat de l'époque des 90s. C'est ça, c'est que ce que j'ai, c'est que j'ai 2 trades de Alan Moore qui a fait Wild Worlds, où c'est des shorts dans l'univers de Wildstorm, et l'autre trade qui est sa run de Wildcats. Puis ça, j'ai lu ça il y a peut-être 2-3 ans, puis j'avais full trippé. Mais tu sais, encore là, c'est plus Alan Moore qui est intéressant que le team. Ouais. Mais ses concepts étaient géniaux. Là. Il a réussi à transformer Warblade en personnage intéressant qui a des mains en métal liquide. Ouais, qui est un Wolverine là, dans l'univers. Exactement. Oui, Les seuls personnages qui ont vraiment eu une certaine vie puis qui ont été comme plus loin puis qui ont eu, je pense, un amour sincère de fans, c'était les Gen 13, tu sais. Ouais. Puis ça fait partie. Puis c'est pas juste l'art de J. Scott Campbell, bien que c'est ça, mais il était attachant aussi, là, tu sais. Il était vraiment le fun. Là. Il y avait une dimension avec les Gen 13 qui se apparentait très bien au comique indépendant de super-héros de l'époque. Tu sais, ça marchait, je pense, Gen 13 comme concept. Puis là, encore une fois, il faudrait que je fasse plus de recherches, mais tu sais, quand les personnages ont rejoint celui de DC, ceux de DC, il y a une partie de leur origine qui est charcutée, veut pas, parce que leur première histoire ils vont croiser des personnages de Image, il y a des crossovers qui font plus partie de leur canon. Je sais pas, je connais pas le statu quo des Gen 13, mais encore une fois, c'est une autre team que dans l'univers de DC, on dirait que ça marche moins. À la limite, je pense que Marvel, ça aurait plus fonctionné pour eux. Puis il y a tellement de love autour de ces personnages. Je sais qu'il y a un trade qui est sorti il n'y a pas si longtemps, un genre d'omnibus qui collectionne les premières histoires des Gen 13. Je dis pas ça souvent, mais il y a peut-être possibilité de trouver une meilleure collection en ligne là, où là, tous les numéros sont compris dans ta collection. Parce que ce que DC a publié, t'as pas tout. T'as pas tout le matériel, d'origine. D'ailleurs, Warblade, puis l'autre personnage qui était un genre de Hulk, là, Mort, ben, ils sont pas de l'équipe pour l'instant. Donc, est-ce que c'est des personnages qu'on va ramener plus tard? Est-ce qu'au travers des refontes, on les a éliminés, on les a tassés? Comme vous l'avez dit, c'est 2 pastiches de personnages de Marvel. Donc, est-ce qu'on veut éviter le rapprochement? C'est peut-être pour ça qu'on les a tassés, je sais pas. Mais ils font pas partie pour l'instant de la prochaine série de Wildcats. Et on va prendre une petite pause, messieurs, avant de passer au sujet de la semaine, qui est Clementine Book One. Mais je vous rappelle que les Mystérieux, on est capable de faire ça grâce à un Patreon. Donc, on vous tête du cash, du gros cash sale. Pour, j'essaie de faire une différence à chaque année, à chaque semaine, là, pour pas que le monde fasse bon, 10 secondes pour passer ce bout-là. Je sais que vous le faites, vous reconnaissez à la maison, je l'ai fait moi aussi, mais on met pas de pub. On n'a pas mis de pub de MeUndies, quoique je serais très ouvert à mettre une pub de Mes Bobettes, le site Mes Bobettes. Je serais full partant. Mais oui, si vous voulez encourager les Mystérieux Étonnants qui font un podcast à chaque semaine depuis genre 16 ans, j'ai raté ma vie pour vous, messieurs, dames. Allez donner au moins une pièce, 2 piastres. Si vous voulez encourager les Mystérieux Étonnants, vous allez sur mystérieuxétonnant.com. En haut à gauche, il y a un bouton faire un don. Quoi? La dignité de cet homme vaut au moins une pièce. Au moins minimum une pièce. En fait, avec l'inflation, c'est ça que ça vaut maintenant, j'imagine. Donc, vous allez sur mystérieuxétonnant.com, vous cliquez en haut à gauche, faire un don. Ça vous amène vers Patreon. Vous pouvez donner pour 1 mois, 2 mois, arrêter quand vous voulez, recommencer quand vous voulez. Puis en échange, vous avez du stock en plus gratos. Vous avez Bifurcation, un podcast que je fais avec mon ami Rémi Fréchette et Guillaume Saint-Cyr. En ce moment, on est sur un cycle dédié aux frères Cohen. La semaine passée, c'était Fargo. Cette semaine, c'est The Big Lebowski. Puis vous avez aussi Terre humaine chez Isidore, un podcast dédié à la très lugubre série, très mystérieuse série Terre humaine. Ça, c'était même la semaine d'avant. Donc, vous avez eu du stock ce mois-ci. Vous avez aussi en échange accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est comme
l'Internet, mais sans trop de cul. Donc, on partage des articles, on jase, on n'est pas tout le temps d'accord, mais c'est tout le temps bien le fun. Puis on écoute des films et de la lutte le dimanche. C'est tout le temps extrêmement sympathique. Donc, on vous encourage à donner. Et on vous encourage aussi à écouter nos spin-offs, Noël chez Isidore et Terreur Kaiju, qui est dédié aux grosses bébés de ta poche, animé par Jake. C'est ça. Ça, c'est rendu possible grâce à votre contribution. C'est extrêmement apprécié et c'est tout réinvesti dans le projet et de la drogue. Non, juste le projet. On va prendre une petite pause et on revient dans quelques instants avec... J'ai jamais rien vu de ça, moi. T'étais pas au staff party. Ouais, c'est pas ça. vrai. On était tous sur moche. T'as sur le moche, ouais, c'est ça. Non, oui, bon, j'en étais. Bon, on prend une petite pause. On revient avec le sujet de la semaine, Clementine OK. Book One. OK, Ouais, on OK, se revoit tantôt. Yes. C'est ça. Hey, petit gars, quoi? Hey, tu peux-tu arrêter ça? Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, c'est une bande dessinée pour jeunes adultes publiée chez Skybound Comet. C'est Clementine Book One. C'est de l'artiste T.D. Walden. Et c'est, oui, ce que vous l'avez remarqué, une division de Skybound Entertainment, compagnie qui a été cofondée par Robert Kirkman, auteur de plein de bandes dessinées à succès, dont The Walking Dead. D'ailleurs, la bande dessinée se passe dans l'univers de Walking Dead, et on retrouve Clementine, le personnage de la série de jeux vidéo de Telltale's Game, alors qu'elle se retrouve maintenant tout seule dans une contrée, vous le savez, là, l'univers est... l'Amérique du Nord est décimée de zombies, et c'est elle qui tente de survivre. Donc, durant son périple, elle va rencontrer un jeune ami du nom de Amos qui va partager la route avec elle. Et les deux vont décider de se rendre sur une montagne où, dit-on, en échange de travail durant l'hiver pour la construction d'un village, on va pouvoir avoir droit à un tour d'avion. Donc, Clementine, qui est initialement un peu suspecte, décide d'accompagner Amos, qui lui est un jeune homme extrêmement... un peu naïf, il n'est jamais sorti de sa commune, jovial. Et sur place, ils vont faire la rencontre de Rika, une autre survivante de la zombie apocalypse, et deux jumelles qui sont assez mystérieuses. C'est une suggestion de Laurent Boutin, on essaie de trouver quelque chose de différent à lire, puis on se dit qu'est-ce qu'on pourrait lire, puis ça, c'est ça, c'est la suggestion de Laurent. Et est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi tu voulais qu'on lise ça, Laurent? Moi, ce qui m'a amené là, en fait, tu l'as vu, là, j'avais le Free Comic Book Day du dernier mois de mai, il avait sorti les quelques premières pages de ça. Puis pour vrai, je savais même pas que c'était une histoire de Walking Dead. Je n'ai pas joué au jeu, fait que Clementine, je la connais pas. Mais Tilly Walden, elle, je la connais et je la suis depuis un bout et je l'aime beaucoup. Fait que là, j'ai lu les quelques premières pages, puis j'étais comme, oh, mon Dieu, c'est vraiment différent de ce qu'elle fait d'habitude. En même temps, pas du tout. C'est-à-dire que, tu sais, elle est justement tout le temps des gros livres, justement, souvent jeune adulte, un peu queer, tout le temps super intelligent et sensible, peu importe le setting. C'est souvent de l'espèce de science-fiction un peu weird, là, pas d'extraterrestre ou de piou-piou, là, c'est juste comme le setting. Puis, tu sais, comme là, c'est pareil un peu, tu sais, c'est des relations, c'est un coming of age un peu. Mais avec dans un setting de zombies, là. Mais tu sais, encore là, comme dans The Walking Dead, les zombies ne sont qu'un prétexte à parler de l'humain, mettons. Fait que moi, c'est ça qui m'a amené là, tu sais, c'est ça, le Free Comic Book Day, j'avais lu les quelques premières pages, puis là, j'étais comme, à date, j'aime ça, j'ai envie de le lire. Là. Puis comme tu l'as dit, c'est intelligent puis sensé, puis chapeau à l'éditeur, parce que nulle part sur la couverture, il y a un logo de The Walking Dead. On n'essaie pas de presser ce citron-là du tout. Puis ça, c'est quand même fort du guts là, pour se dire, hey, on va partir une bande dessinée qui est un spin-off d'un jeu vidéo basé lui-même sur une franchise extrêmement populaire et on va même pas marquer nulle part à quelle franchise ça appartient. Pour l'anecdote, moi, je n'ai pas joué au jeu de Telltale. Je savais par contre que ça existait. Je savais pas que c'était ce personnage-là. Donc, on commence d'ailleurs la bande dessinée. C'est basé sur l'univers des BD. Hein. C'est pas l'univers de la télésérie. D'ailleurs, il y a un auditeur des Mystérieux Étonnants qui disait sur le Discord, je pense que c'est Gabriel, que mis à part les téléséries,
tout ce qui est produit dérivé, comic book, roman jeune adulte, jeux vidéo, tout projet futur, ça se passe dans la même continuité, à l'exception des téléséries qui, eux autres, sont de sa propre timeline. Fait que ça, je trouve assez intéressant. Mais je vais faire le tour rapidement. Toi, Yannick, est-ce que tu étais familier avec Clementine, le jeu Telltales? Est-ce que tu le savais en commençant la bande dessinée que ça allait être l'histoire de Walking Dead? Non, je l'ignorais. Je l'ai appris direct là qu'elle était dans le jeu de Telltale Games que j'ai entendu louanger souvent. Puis je me disais que j'allais essayer un moment donné. Mais je dirais que moi, je suis pas tant dans Walking Dead que ça. Je lisais les trades dans le temps d'un de mes amis, puis tu sais, je trouvais ça bien, mais une fois que c'est arrivé comme au village du gouverneur, puis tout ça, ça devient vraiment intense. D'une façon, j'ai fait comme, bon, ok, ça c'est pour moi, là, c'est pour le monde qui aime ça. Mais ceci dit, j'ai toujours trouvé ça cool que Walking Dead existe, que ce soit un truc en noir et blanc, qu'un des plus gros comics soit un comic d'horreur en noir et blanc qui continue, puis que son créateur le contrôle, puis qui a sa part, son propre drapeau dans les séries télé, puis toutes ces affaires-là. Ça, je trouve ça vraiment cool. Puis là, tu sais, j'étais pas intéressé parce que c'était un spin-off, mais l'idée qui donne de la place à une artiste de faire un truc le fun, de faire des volumes ou des aventures dans son univers à lui pour faire découvrir cette voie-là davantage ou à un nouvel auditoire qu'il ne connaît peut-être pas. Ça, c'est vraiment nice. Pour le récit en tant que tel, j'ai trouvé ça comme, justement, la grosse différence pour moi avec Walking Dead, c'est que c'est jamais sensationnaliste. C'est souvent comme dark, mais dark d'une façon, I guess que c'est ça qui arrive. Tu sais, c'est... Ouais, c'est vrai que c'est comme ça. Même si c'est un personnage jeunesse, c'est très mature de cette façon-là. Que des mauvaises affaires sont arrivées, des mauvaises affaires arrivent encore. Puis le traitement de tout ça, j'ai trouvé ça vraiment comme bien ficelé. Puis c'est ça, que c'est détaillé et aussi vraiment sweet par bout. Parce que, tu sais, Clémentine, elle veut clairement pas avoir de relation avec d'autres humains, mais à un moment donné, elle est un petit peu gagnée par Amos, pareil, parce que, tu sais, il est naïf. Puis, tu sais, qu'elle arrive dans le village à Amish, puis qu'il y a tellement de monde qui veulent l'aider, tu sais, je trouvais ça beau. Je trouvais ça vraiment le fun. Puis, tu sais, que t'en as le détail de, tu sais, elle a une prothèse, puis que, tu sais, qu'il l'aide à réparer sa prothèse, puis tout le détail de vivre avec ça, et c'est vraiment bien observé. Fait que j'ai tout de même vraiment bien aimé ça. Excellent. Toi, Jake, t'en es où? Moi, c'est drôle parce que Yannick a comme dit tout ce que je voulais dire. Là. Je suis 100% d'accord avec Yannick. Puis, tu sais, j'aime ça quand que des créateurs indépendants s'attaquent à des trucs de genre un peu plus gros. Là. Moi, malheureusement, c'est ça, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Puis, je savais pas la durée du livre. Fait que je m'attendais comme on fait d'habitude, là, un petit trade de genre 100 pages. Moi, je savais même pas que tu étais là cette semaine. C'est ça. C'est pour ça que quand Laurent me l'a proposé, j'ai regardé le nombre de pages, je me suis dit, c'est correct. Et nous, moi, je vais le lire, puis Laurent l'a proposé, donc on va être correct. Puis... Oui, puis on se l'avait dit, tu sais, je sais pas c'est long comment, puis là, il était comment, ouais, mais c'est entre nous, ça devrait être correct. C'est ça. On est prévenus, tu sais. Je l'ai malheureusement lu le plus vite que je pouvais parce que... c'est jamais bon, ça. C'est jamais bon faire ça. Puis je pense que ça l'a gâché un peu mon expérience. Parce que, tu sais, dans ce temps-là, tu profites pas du moment. Tu veux juste comme aller vite, là. C'est l'équivalent à écouter un film en version... en 0.5. Exactement, à vitesse 0.5. Fait qu'à cause de ça, j'ai malheureusement pas full embarqué. Il y a des choses que j'ai adorées. J'ai adoré le côté, justement, super détaillé du quotidien, de toutes les petites questions que ça demande, justement, le truc de la prothèse. J'ai adoré aussi, tu sais, que c'était quand même contemplatif. Puis, j'ai par contre eu un trouble avec les dialogues. Et là, je sais pas, peut-être qu'on va partager ça ou peut-être que je suis tout seul là-dedans. Puis c'est juste parce que je le lisais vite.
mais je trouvais que les dialogues étaient très saccadés. Donc, j'avais de la misère là, souvent à comprendre genre qu'est-ce qui se passe et pourquoi la personne dit ça. J'ai eu le même problème, puis j'ai pris quand même le temps de lire. C'est probablement mon plus gros beef par rapport à la bande dessinée, mais je me demandais si c'est parce que c'est pas. Je pense pas qu'on est le public cible. En même temps, je dis ça, puis c'est pas méchant, c'est pas péjoratif. Je pense que c'est juste dédié à un public jeunesse, mais habituellement, ces choses-là me rejoignent quand même. Fait que mais j'ai senti la même chose, mais j'arrivais pas à expliquer la provenance. Est-ce que c'est l'écriture comme telle? Est-ce que c'est mon appréciation? Est-ce que c'est juste pas dédié à ma génération? Je sais pas. Mais j'ai eu le même feeling. Je trouvais qu'en fait, le dialogue par moment était encombrant et inutile. Exact. C'est ce qui y allait comme... Il rajoutait une dimension qui parfois était pas là. C'est l'impression que j'avais en lisant la bande dessinée. Mais sinon, moi, si je peux y aller rapidement, j'ai eu du fun. J'ai aimé que cette histoire-là se déroule dans l'univers de The Walking Dead. Et là où des fois Walking Dead me perd, c'est comme justement ce que Yannick décrivait tantôt, la passe du gouverneur dans la série originale de Kirkman, où là je trouve que c'est extrêmement intense. Moi je déteste le torture porn, l'espèce de fascination pour que ça soit violent pour être violent. Ça arrive pas trop souvent dans The Walking Dead, mais quand ça arrive, ça fait mal. Et ça faisait du bien de visiter cet univers-là sans que en fait, sans que la possibilité est là, mais elle n'est pas exploitée. C'est un peu plus léger. Mais il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui meurent de façon terrible, puis il y a des choses terribles, comme vous l'avez dit, qui se passent dans cet univers-là. Mais il y a pas ça m'a pris un moment avant de faire confiance que Clémentine va pas juste rentrer dans un pit puis se va faire bouffer par des zombies puis on va la voir se faire déchirer. Là. Comme même quand elle allait au village au début de l'histoire, je m'attendais à ce qu'elle se fasse avoir. Ah, check bien ça, c'est des cultistes. Elle va se faire sacrifier, elle va se faire kidnapper pour être utilisée sur un barbecue. Ça prend un bout de temps avant que tu te fasses. OK, là, laisse-toi aller. Là, c'est une histoire dans The Walking Dead, mais ce n'est pas The Walking Dead. Mais sinon, j'ai eu du fun. C'est vrai qu'on est habitué à ça, là, à ce que tout le monde est comme un peu batshit crazy puis qu'il y ait vraiment des enjeux de pouvoir. Oui, il y en a beaucoup. Dans cet univers-là, alors que là, c'est encore un peu ça, mais c'est vraiment différent de ce qu'on connaît. Là. Comment avez-vous trouvé l'art? Moi, j'ai eu par moments, j'étais un peu... je sais que quand on rencontre pour la première fois les deux jumelles qui travaillent sur l'espèce de village qui va créer sur une montagne, je les avais pas vus arriver. Il y a tellement de détails qu'à ce moment-là, il y a des choses des fois qui m'échappaient. Mais ça me faisait ça aussi avec Charlie Adler des fois. Là, je sais pas, l'espèce d'approche Walking Dead fait que par moment, c'est peut-être ça parle plus de moi en tant que lecteur, je perds ce qu'on essaie de me montrer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis d'accord avec toi pour les jumelles en particulier parce que je trouve que je comprends un peu que c'est ça le but, mais éventuellement, ils sont comme jamais vraiment différenciés. Non. Fait que ça m'a agacé un peu, mais sinon, tu sais, c'est tout de même grisaillé et gritty comme cet univers-là devrait l'être. Là. Moi, j'avoue que j'ai eu peut-être un petit souci. Là. Il y a une scène d'action vers la fin là, dans Tempête de neige là, où il a fallu que je revienne 3 fois. J'étais comme, attends, qu'est-ce qui se passe là? Genre, tu sens que peut-être l'action, c'est pas tant que ça sa force comme dessinatrice, mettons. Mais autrement, j'ai quand même bien embarqué. Je trouvais qu'elle gardait quand même... Tu la reconnais, je trouve ça différent de ce que j'ai lu d'elle avant, graphiquement, mais tu la reconnais quand même, mais tu sens qu'elle s'est glissée, elle s'est déguisée en Walking Dead, genre, mais tu la reconnais pareil. Là. J'ai pas vu ce qu'elle a fait avant, mais ça... sa transition se fait très bien. Là. Tu m'aurais dit c'est la première fois qu'elle fait ce genre de fiction-là, puis je l'aurais pas su. Toi, Jake, au niveau du dessin? C'est ça, il y a des moments que j'ai trouvé vraiment extraordinaires. Là. Il y a des affaires que j'ai, en termes de composition, puis de rythme, puis de pacing. Aussitôt qu'il y avait des zombies, j'étais comme, je comprenais plus qu'est-ce qui se passait. Là. C'est clairement, cette artiste-là, elle a plus un sens de l'ambiance et du côté contemplatif. Aussitôt qu'on est dans l'action, tu sais, je veux dire... Ça m'est arrivé plusieurs fois là, de faire comme, OK, fait que là, il reste juste 2. Puis là, non, ils sont 3. OK. Puis là, je reculais. Puis j'étais comme, OK, I guess que la 3e était là tout le long. OK. OK, je suis pas le seul d'abord. Ça m'est arrivé souvent. Puis aussi,
sais, je reviens un peu là-dessus, mais les dialogues, ça m'arrivait souvent de faire comme, hein, pourquoi elle dit ça, là? Puis là, je relisais, puis j'étais OK, ça fait du sens. Mais tu sais, à la première lecture, c'est comme si c'était saccadé, où il y a quelque chose qui... Mais Puis pourtant, il y a d'autres pages que est complètement dans le super beau rythme qui peut rappeler des fois le manga, qui ça respire au bout, tu la vois se promener, puis elle fait des compositions là, vraiment extraordinaires en mettant des fois un personnage qui va être assis avec le décor qu'elle regarde autour, puis elle va faire un truc à la Mignola où quelques cases, c'est juste ce que le personnage voit, puis c'est beaucoup plus dur à faire qu'on pense, ça. Fait que ça, là, j'étais comme impressionné. Les déplacements au début de la BD, quand on parle pas, où on la voit se déplacer dans une forêt enneigée, puis sans dialogue, on comprend qu'elle est en train de faire son parcours. On sait pas où elle s'en va. Moi, j'entendais le vent, là. Ouais. Exact. Puis tu sens qu'il fait fret. Ouais. Tu sais, dans la neige, puis tu sens que c'est lourd, puis tu sens que ça y protège, ça y fait mal, puis tu sais, le métal là, du truc qui monte, là, tu le sens qu'il est rouillé, puis que ça grince, puis que c'est pas le fun avec là-dedans. Non, c'est pas agréable. Fait que ça, là, ça fonctionne, tu sais, puis c'est, comme je dis, c'est dur de transmettre ça en BD, autant d'ambiance, puis tu sens l'odeur, puis tu entends le son du vent. Mais c'est ça, c'est qu'aussitôt qu'on était dans l'action, là, j'étais comme elle excelle dans l'intimité. Elle excelle dans les enjeux émotifs. Tranquillement, quand elle a commencé à devenir amie avec Amos, tu la vois, là, la relation comment elle se crée tranquillement, puis tu y crois, puis elle est belle, cette relation-là, parce que Amos n'a aucune intention mesquine. C'est pas... Tu sais, ce gars-là, il est sorti de One Piece. Là. C'est un manga, c'est un personnage de manga. Puis quand on commence à se lier d'amour aussi avec Kirika, parce que c'est ce côté-là queer de la bande dessinée qui est très, très bien exploité. Au début, c'est-tu moi qui se fais des idées ou les deux personnages sont en train d'être plus que des amis, mais tranquillement, cette passe-là, elle met les bases de cette relation-là, puis j'ai trouvé ça beau. Mais encore une fois, l'action, j'étais perdu. Mais on s'entend, là, on a déjà consommé plus dégueulasse. Là. Elle n'excelle pas, mais c'est pas... Puis c'est que tu relis, mais tu catches après. Oui, c'est quand même weird de devoir revenir 2-3 pages avant. Fait que, OK, c'est ça qu'ils font dans le fond. D'accord. J'avoue que, tu sais, moi aussi, c'est vrai que je suis souvent perdu, mais en même temps, je le voyais vraiment comme... C'est pas vraiment important, genre. Dans le sens que l'incident est plus... Le fait qu'il y ait quelque chose est plus important que le quelque chose, mettons. Comme je le voyais un peu de même. Même chose, c'est pour les dialogues. Je pense que je comprends un peu, mettons, le saccadé, mais je pense que moi, je l'ai plus lu comme ces gens-là n'ont plus l'habitude de parler à des gens et ils ne veulent pas parler à des gens. Fait que c'est comme si tout le monde gardait ça très short, puis genre limite... c'est pratico-pratique ou genre qui savait plus comment s'adresser la parole ou en tout cas c'est comme de quoi de weird aussi là. C'est intéressant aussi parce que tu sais là on est rendu tellement longtemps dans cet univers-là que ça c'est un bout qui m'a full déprimé aussi là, c'est que ces jeunes-là n'ont connu que pratiquement que ça. Et n'ont grandi que là-dedans. Puis là c'est comme je trouvais ça intéressant, tu sais juste du fait que j'avais jamais pensé à ça, mais ils savent pratiquement pas lire. Ils sont pas scolarisés, ces jeunes-là. Ils lisent un livre tout ensemble puis ils comprennent pas des mots qui sont somme toute assez communs et simples. Ouais, c'est ça. Il faut tout le temps qu'ils checkent dans le dictionnaire. Puis tout, tu sais, comme je suis comme... Puis tu sais, on dirait qu'il y a des petites choses comme ça qui sont des petits trucs. Juste au début, la fille, elle a ses règles. On n'a jamais parlé des règles dans l'univers de Walking Dead. On parle jamais de ça dans un contexte post-apo, tu sais. Jamais, même à la toilette. C'est ça. Puis je suis comme, mon Dieu, comme c'est déjà tellement intéressant que ça soit adressé parce que c'est vrai que cette partie-là va continuer pareil, tu sais. Puis l'autrice, c'est une autrice qui traite de l'histoire, donc déjà que cet aspect-là soit rajouté, parce qu'elle a dessiné, mais elle a écrit le scénario, là, c'est pas Kirkman qui a poursuivi l'histoire, tu sais. Je pense qu'il y a un malaise de dude qui crée des histoires. Là, c'est ça qui arrive là, quand t'as tes règles, right? Ouais, mais tu sais, c'est plus que ça. C'est juste que, tu sais, c'est comme si, puis je me mets là-dedans, là, on y a jamais pensé avant. Exactement, c'est ça. C'est ça. Puis c'est comme, c'est sûr que n'importe quelle fille qui est comme, c'est la première affaire qu'elle va penser, comme comment je vais gérer ça. Ben oui, absolument. Mais oui. Puis encore une fois, bravo à Skybound Comics, puis
par ricochet Skybound Entertainment, de ne pas avoir mis The Walking Dead sur la couverture. Je trouve que c'est risqué, mais en même temps, je comprends pourquoi ils l'ont pas fait. Je pense que ça aurait peut-être repoussé des gens que cette BD-là peut aller rejoindre. Puis comme je pense qu'au début, je le lisais, puis je me suis même posé la question. Je sais que c'est The Walking Dead parce que Laurent me l'a dit, mais à date, il n'y a rien qui mentionne The Walking Dead. Est-ce qu'il s'est trompé? Puis plus tard, tu comprends que c'est dans le même univers. Puis je suis allé le chercher. Quand Rick arrive. Non, c'est pas vrai. Quand Rick arrive, puis là, il est comme « What's up, dude? » Puis il tire dans le tas. Malade. Incroyable. Mais ouais, je trouve ça bien. Je trouve ça apaisant, lire du young adult. Je trouve ça le fun. De temps en temps, là, ça fait du bien. Puis c'est quand même, tu sais, laissez-vous pas... Parce que moi, quand j'ai su que c'était young adult, j'étais que... Maintenant, ça ne fait pas une histoire de zombie dans ce monde-là. Là, tu sais, que c'est quoi, ça va être censuré puis tout. C'est quand même... C'est très violent. Oui, il y a des trucs violents. Là. Il y a des gens qui se font tirer. Il y a des mondes qui se font transformer en zombies devant vos yeux. Là. C'est très real. Là. Tu sens pas qu'il y a comme un petit filtre dessiné par-dessus ça pour rendre tout ça cute. Là. Tu fais bien de le mentionner, oui. Il y a un bout, moi, qui m'a vraiment mis à terre, là, c'est quand... il y a un moment où elle tombe dans un ravin, puis elle tombe sur un personnage qu'on n'avait jamais vu encore, mais qu'on comprend qu'il vit dans une crevasse depuis comme des années. Là. Mm-hmm. Puis là, il y a comme une espèce de genre de morale, de genre... faut apprécier les petites choses, surtout vous, votre génération, parce que vous êtes venez d'arriver dans ce monde de marde-là où vous avez encore espoir de reconstruire, mais est-ce qu'il va falloir faire de la job? Mais vous avez peut-être des petits moments de glimpse, de bonheur devant vous. Puis je trouvais que ça parlait tellement de genre de la vie actuelle. Oui, j'ai eu la même impression. Et de l'espèce de impending doom qu'on contemple à tous les jours. Que j'étais comme, tabarnak, c'est ça, là. Faut qu'on s'habitue à viser bas, genre. Ça m'a comme vraiment déprimé. C'est ça que la BD veut que vous reteniez. Visez bas, guys. Appréciez Carpe Diem. Tu sais, le poster qu'il y a dans le premier épisode de Futurama, je sais pas si vous vous souvenez, là. C'est un travailleur avec un casque, puis il a son pouce, puis comme « You gotta do what you gotta do ». Je l'adore, cette image-là. Ça m'a hâte. J'ai été surpris par la finale parce que je trouvais que quand ils sont partis en avion, j'étais comme « Finissez ça là ». Tu sais, c'est parfait comme fin. Puis là, finalement, ça continue un petit peu après. Puis là, finalement, c'est comme à suivre. Puis là, je suis comme « 3 volumes de tout ça? » J'ai fait le saut. Moi aussi, je trouvais que ça finissait parfait. Puis tu sais, où est-ce qu'on va, là? Où est-ce qu'on s'en va, gang, là? Je sais pas. Les amis, si on n'en lit plus jamais un, c'est terminé, là. Oui, c'est vrai. C'était terminé. Bonne attitude. C'est vrai. T'as 100% raison. Je pense que le prochain sort en décembre aussi. Là. Ils sont vraiment pas tant espacés. Ouais, j'ai l'impression que j'ai vu la date de sortie. Et d'ailleurs, c'est le fun. À la fin, elle liste les items qu'elle a utilisés pour faire sa bande dessinée. Probablement les questions qu'on lui pose tout le temps en convention. Puis elle a fait la BD, en tout cas une bonne partie de la BD, sur Procreate, le logiciel que même toi, Jake, tu utilises pour dessiner, que plein d'artistes utilisent maintenant pour dessiner, et à partir duquel Midjourney s'inspire pour pouvoir créer son intelligence artificielle. Où j'ai été vraiment impressionné et fasciné, c'est que dans le fond, ça a fait tout son layout dans Procreate et elle l'imprime sur du 8,5-11, qui est quand même un petit format. Petit format. Fait que vu le nombre de détails puis puis je dis pas ça négativement, mais elle a un style très gribouillage. Ça m'a impressionné que ça soit aussi petit. Ça veut dire qu'elle dessine vraiment petit, dans le fond. Parce que moi, quand j'étais en infographie, là, il y a jadis très longtemps de ça, le maximum qui était conseillé d'imprimer, c'était 300 dpi pour les livres d'art. Une BD comme la tienne, Jake, vous imprimez ça en combien de dpi à peu près? As-tu une idée? C'est différent pour ce qui est en couleur et ce qui est en noir et blanc. Ce qui est en couleur, moi, c'était en 600 dpi. Ouais, OK. Pour le noir et blanc, c'est plus élevé parce qu'il faut que ça soit plus crisp. Crisp au niveau des traits. Tandis que la couleur, même s'il y a comme un léger flou, ça se blende ensemble. Mais je sais que, mettons, Marvel DC, là, ils doivent demander du line art genre 1500. 1500, man. OK. Avez-vous quelque chose à rajouter avant qu'on se laisse, messieurs? Le show tire à sa fin. Ça va être ça? Excellent. Moi, je le conseille. Allez-y. Moi, j'ai vraiment trippé pour rire. Surtout si vous êtes un grand fan de Walking Dead qui lisait les BD, les spin-offs à la télévision, les jeux vidéo.
C'est fait pour vous. Étienne, pas Étienne, mais Yannick, Trois-Bières, appelle donc le dernier live, le dernier show. Oui, ça va être samedi le 17 septembre à 20h durant le Festipod. Alors, achetez vos billets dès maintenant. Vous achetez des billets pour toute la soirée pour les podcasts qui sont avant et après. Mais nous autres, on est là à 20h durant le Festipod. On termine, on met le clou dans le cercueil de Trois-Bières. On a vraiment hâte de vous voir et de faire ça avec vous autres. Alors, c'est samedi le 17 septembre. À 20h. Excellent. Sinon, c'est, je pense, à la Maison de la Culture de Schlaga. Super belle place. Pas les Pic-Bois, mais oui, les Pic-Bois étaient là, mais le Décideret a fait un show là-bas. J'ai que t'avais assisté, c'est vrai, c'est la fois que j'ai menacé Bertrand d'Anjou. J'ai failli dire un autre nom. Bertrand d'Anjou. Puis ils vendent de l'alcool. C'est vraiment des belles salles. Là. C'est génial. Nous autres, c'est ça. On se dit à la semaine prochaine. Puis faites attention à vous autres. Puis continuez à regarder. Moi aussi. Ouais. En attendant, j'ai un nouveau épisode 5 de C'est quoi le rapport qui est sorti. Oui, je sais pas. Oui. On parle de Aurora Lumina Attenborough, qui est une espèce de genre de corail préhistorique. Wow. Et aussi le nom du prochain single de Björk. Bon, oui, exactement. OK, bye bye. Ciao. Bye bye.